long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. Always. Vous l'aviez demandé, vous l'avez eu, un podcast dans lequel on va pas parler de Victor Wembanyama, parce que c'est vrai qu'on en parle tous les matins dans le CQFR, actualité oblige. Cette semaine, plusieurs choses importantes. La semaine dernière, dans le podcast, on avait fait un gros point sur la conférence Ouest, avec la Free Agency, un petit peu les équipes surprises, celles qui avaient bien géré la Free Agency. On vous avait dit qu'on ferait un point sur la conférence Est, on l'avait promis, donc on va le faire. Par contre, c'est vrai qu'on espérait, ou on imaginait que ça aurait bougé pour certaines équipes, du genre Miami, du genre Philadelphie, qu'on en saurait mieux, qu'on en saurait un peu plus au sujet de Damian Lillard. En gros, cette conférence Est, elle est pleine de points d'interrogation. On n'a pas plus de réponses. Donc, ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui avec Shai et Antoine qui me rejoignent, c'est de faire un point et pour vous partager avec vous tous les questionnements qu'on a autour de cette conférence qui est vraiment difficile à lire. On imagine qu'au fur et à mesure de l'été, que les rosters sont un peu plus définis, il y aura une hiérarchie plus claire qui s'établira, même si vous allez le voir, on a quand même identifier 2-3 équipes qui devraient figurer parmi les favoris. Voilà le thème pour aujourd'hui. Avant que je fasse les présentations, que je passe la parole à Shai et Antoine, un petit mot, on avait aussi lancé un concours la semaine dernière dans notre épisode 100 pour faire gagner deux exemplaires du MOOC Rivers Boston. Ça a été très dur de faire le choix. Merci à tous ceux qui ont participé dans les commentaires. Franchement, on a été bluffés par les anecdotes marrantes, l'ingéniosité que vous avez mise dans certaines, ou les anecdotes folles du genre avoir croisé un joueur des Celtics à Auchan. Allez voir les commentaires des autres. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Ça a été un peu un crève-cœur de choisir deux vainqueurs. On a malgré tout donc choisi, donc c'est Maestro Svengeli et Edoui Guignot. Bravo à tous les deux. On va vous mettre un petit commentaire avec un lien une adresse mail dans les commentaires pour que vous puissiez nous partager votre adresse pour qu'on vous envoie le dernier numéro, donc le MOOC 12 spécial Boston. On renouvellera ce genre d'opération. Franchement, vous avez été super dans les coms. C'est vraiment top. C'est vraiment aussi un plaisir de voir cette petite communauté qui se monte au fur et à mesure des podcasts, des CQFR. Voilà, on est vraiment ravis de pouvoir partager tout ça avec vous. Voilà, je referme la page sur le MOOC Boston. Si vous ne l'avez pas gagné, je saurais trop vous encourager malgré tout à l'acheter. Voilà, je vous garantis que vous en aurez pour votre argent. Vous pourrez le trouver sur le site de Basket Session. C'est 240 pages intégralement dédiées à Boston. Pas simplement les Celtics, mais aussi la ville de Boston, des légendes qui ont joué ou qui y sont nées, les grandes figures qui ont marqué cette ville un peu monument du basket NBA. Voilà pour la page Boston et la page un petit peu promo. Shai et Antoine, ravi de vous retrouver à nouveau. Ce matin, je me suis régalé comme tous les matins pendant le CQFR à vous accompagner. Donc, conférence Est, conférence pleine de points d'interrogation avec peu de réponses. C'était tellement compliqué qu'on s'est dit, au début on a cherché des structures de podcast, finalement on s'est dit non, on va faire des tours de table, voir quelles équipes intéressent plus ou moins les uns et les autres, et puis on va faire un tour quand même sur une bonne dizaine d'équipes, celles qui devraient être amenées à marquer quand même la saison prochaine. Allez, tout simplement, on va commencer par Shai, tout simplement, avec sa magnifique casquette Elements, au sujet de laquelle je le félicitais tout à l'heure hors antenne. Shai, parmi ces équipes de la conférence Est, laquelle t'intrigue le plus ou de laquelle tu as le plus envie de parler? Ouais, parce qu'il y a les équipes un peu favorites, les contenders, qu'on fait des ajustements, des prolongations, des trucs comme ça. Moi, dans les équipes que je trouve qui ont bougé et qui sont intéressantes, qui ont tenté des choses, j'ai bien envie de commencer par Atlanta. Parce que je pense que avec le fait que Quinn Snyder avait pas pu. Alors je sais qu'Antoine me regarde parce qu'il voulait peut-être parler d'Atlanta. Non, pas du tout. J'allais dire intéressant. Atlanta, il y a trop de mensonges. Je sais. Déjà au bout de 5 minutes. J'ai hésité avec Orlando, mais je me suis dit je vais pas déjà parler de ma crèmerie tout de suite. Mais le fait que John Collins ait enfin été tradé alors que ça fait 5 ans qu'il est quasiment sur le trading block. J'aime bien le fait qu'ils aient décidé de prolonger DeJounte Murray. J'aime bien qu'il y a de la confiance sur AJ Griffin. Le coup de Patty Mills, j'espère qu'il va se fixer. On est d'accord, Patty Mills est toujours à Atlanta à l'heure qu'il est. Il n'a pas été retradé. Ça risque de changer d'une minute à l'autre, par contre. Je crois lui, il n'a pas bougé de Brooklyn depuis le début. Il attend toujours. Je sais jamais.
Alors, c'est plus que bon, il y a les mouvements en eux-mêmes, c'est pas des mouvements qui paraissent ultra significatifs, hein, même si solder l'histoire de John Collins, c'est important. C'est surtout que j'ai vraiment confiance en eux et en ce qu'ils vont être capables de faire la saison prochaine, en s'appuyant sur ce qu'ils ont déjà là, ce qu'ils ont rajouté, et sur le fait que Quinn Snyder va avoir une saison entière pour travailler cette fois. Et il aura la préparation, l'intersaison. Moi, c'est l'équipe que j'aime bien. J'ai l'impression qu'avec l'expérience et tout ça, ça peut finalement mieux se passer que tout ce qu'on a discuté l'année dernière avec est-ce que Trae Young, Dejounte Murray, ça a marché? Est-ce que Trae Young est pas détesté par ses coéquipiers? Est-ce que le coaching staff apporte quelque chose? J'aime bien Kobe Bufkin, la rookie aussi, que je trouve pas mal. Pour l'instant, alors c'est pas voilà, on l'a dit, hein, la conférence Est, c'est très flou. On sait pas. On est un peu bloqué par James Harden, par l'éventuelle arrivée de Damian Lillard de l'autre côté, mais voilà. Moi, je voulais commencer par parler d'Atlanta parce que je sais qu'après, peut-être qu'on n'en parlera pas vu que c'est pas l'équipe la plus sexy du monde. Alors moi j'ai une petite question pour toi quand même, Shai, parce Ouais. qu'effectivement c'est une équipe intéressante, qui a du talent, je partage ce que tu dis sur Quinn Snyder. La question que je me pose c'est un petit peu qu'est-ce que tu entends par faire une meilleure saison, ou quelles sont les attentes, parce que finalement c'est quand même une équipe Ouais. qui avait commencé la saison dernière avec d'énormes Mhm. ambitions vu de la saison précédente, qui Ouais. s'est complètement trouée tout au long de l'année. Du coup toi quel type de genre scénario idéal, quel type de parcours tu vois quand même pour Atlanta? Honnêtement, donc ils ont perdu au premier tour des playoffs l'année dernière. Donc j'estime qu'ils vont au moins être en capacité d'y retourner et peut-être sans passer par le play-in. Je pense qu'avec l'expérience collective, et j'ai vraiment. Enfin, après, moi je considère que Snyder c'est un des meilleurs coachs de la ligue et que si tu lui donnes une intersaison et une préparation pleine, il peut parfaitement. Pour moi, Atlanta peut faire top 5, top 6 de l'Est juste en se basant sur justement ce que je disais, l'expérience de l'année dernière et le fait que Snyder va trouver une façon de les faire jouer ensemble. Euh, voilà, moi, c'est peut-être un peu, je sais que c'est peut-être un peu ambitieux par rapport à ce que beaucoup voient pour les Hawks, mais je me dis que j'ai déjà vu des petits changements avec Snyder. La fin de saison dernière, elle était intéressante. Ils prennent quand même 2 matchs à Boston, qui est quand même pas n'importe quelle équipe. Et surtout, je m'attends aussi à ce qu'ils se renforcent encore un petit peu. Je pense qu'ils vont se renforcer sur des choses dont ils auront besoin d'ici la fin de la free agency. Donc, pour répondre à ta question, le max, le scénario vraiment idéal, je les vois peut-être top 5, top 6 à l'Est, en profitant du fait que d'autres équipes vont se chercher et auront peut-être pas fini à temps leur recrutement. En plus, eux aussi, peut-être qu'ils n'ont pas terminé leur recrutement. C'est-à-dire qu'ils ont un Mmh. effectif qui est déjà intéressant, mais voilà, on sait que c'est une équipe qui pousse pour Pascal Siakam, par exemple. Le fait d'avoir libéré John Collins, je pense que s'ils peuvent prendre un ailier fort, polyvalent, capable de créer du jeu, de complémentaire de John Wall, tout ce que Pascal Siakam justement peut représenter, Ouais. ils diront pas non à cette idée. Ils ont quand même encore des joueurs jeunes, ils ont des pics, ils ont un Clint Capella qui peuvent bouger à tout moment parce qu'au final, Onyeka Okongwu, je pense que c'est l'année où il risque de lui prendre la place dans le 5. Le jeune Okongwu, qui est un très bon joueur, qui est sur du temps de jeu limité, a toujours montré des bonnes choses, qui pour le coup est un super complément de Trae Young. Il y a de l'expérience qui se prend, hein, donc les Okongwu, les Young est jeune aussi, Jalen Johnson, Mmh. Edgy Griffin, Saddiq Bey est un bon joueur. Il y a évidemment, comme tu l'as dit, l'adaptation liée à Quinn Snyder. Je pense qu'il a un bon effectif. Tu donnes un bon coach avec un bon effectif, une superstar. Tu te dis, il y a quand même effectivement de quoi faire au moins les playoffs. Pour la place exactement au classement, bah, oui, c'est dur à dire, mais moi, ça me semble réaliste. Ton scénario top 5, top 6, ça me semble plausible. C'est... Ah bah, si Et tu même, rajoutes et même Siakam en si... plus dans ta Ouais, théorie non, de mais alors Siakam, Avec Siakam, oui, clairement. Mais en fait, même s'il terminait 8e ou même s'il devait passer par le play-in, je pense que les Hawks trouveront un moyen pour aller en play-off, en fait. C'est ce Ouais, que mais je me dis avec Atlanta. je partage votre avis parce qu'en fait, je trouve que déjà, il y a un peu plus de. La hiérarchie sur les postes extérieurs est un peu plus claire cette année. Pour moi, c'était vraiment Mmh. le gros point noir l'année dernière. Même, on en avait parlé avant la reprise de la saison. C'était vraiment le gros point noir. Comme tu le disais, Shai, je pense que Quinn Snyder est vraiment un excellent coach pour mettre en place un fond de jeu qui fonctionne.
qui marche en saison régulière. Donc moi, je pense qu'effectivement, toutes l'irrégularité qu'a marqué les Hawks l'an dernier, je pense qu'on la retrouvera pas cette année parce qu'il y a du talent, un bon coach et puis voilà, une équipe dirigeante qui a fait le choix de tous les éléments qui sont en place. Donc c'est pas du tout impossible effectivement qu'ils puissent monter, je pense, jusqu'à une 6e place parce que ça va dépendre aussi beaucoup de ce qui se passera. Alors quand je vais dire au-dessus, c'est dans les équipes que nous on aurait imaginé, qu'on imagine avoir plus de certitude. Mais effectivement, c'est pas impossible du tout. Après, la question des playoffs, ça sera autre chose. Donc, effectivement, on va pas se projeter au-delà de ça. Je les vois bien faire une très bonne ou très bonne saison régulière. Autant en playoffs, j'ai peut-être encore un peu de doute sur leur capacité à aller très loin. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura de la stabilité qui leur a manqué. Je pense qu'ils l'ont déjà. Tout est déjà en place pour qu'ils la retrouvent, effectivement, quoi. Ouais. Antoine, allez, vas-y. Vas-y, pardon. Non, on peut enchaîner sur une autre équipe, pas de souci. Moi, je vais vous parler des Sixers. De basket. Ouais. Parce qu'Antoine voulait parler de Manchester United, mais on l'a un peu dit ou de l'Olympique Lyonnais. Mais... oh non, pitié. Mais tiens, on va parler d'une autre équipe désespérée en parlant de l'Olympique Lyonnais. Les Sixers, peut-être, on peut parler un peu des Sixers. Il y a un truc que je trouve intéressant avec les Sixers, c'est que donc, chaque année, c'est une équipe qui nourrit de grandes ambitions. Mais c'est une équipe, ça fait 3 ans de suite qu'elle se fait sortir au second tour des playoffs. Alors, on a un peu cette étiquette de Sixers hater. Je pense que je risque de l'entretenir un petit peu encore une fois, mais je pense que c'est une équipe qui s'est souvent vue plus belle qu'elle ne l'est, réellement, mais qui n'a pas d'autre choix que d'avoir des ambitions, parce que déjà, elle investit beaucoup d'argent dans sa masse salariale, et parce qu'elle a une superstar, Joel Embiid, qui, moi, en tout cas, je pense, est susceptible un jour de demander son transfert. Après, peut-être que je me trompe sur sa personnalité, mais je ne serais pas surpris si un jour, lui, venait finalement à demander son transfert, même s'il adore Philly. Et du coup, les Sixers ont une certaine pression. Ils se sont fait éliminer au second tour l'an dernier. Et là, on arrive à l'intersaison, aucune signature majeure. Le deuxième meilleur joueur, en tout cas le deuxième joueur référencé, que ce soit meilleur ou pas meilleur, James Harden a demandé son transfert. Donc, il a opt-in pour demander son transfert. C'est un transfert duquel les Sixers vont probablement peut-être pas sortir perdant, parce qu'ils peuvent sortir gagnant en récupérant des bons joueurs, mais ne récupérera sans doute pas un deuxième All-Star. Je serais très, très, très surpris qu'il y ait un deuxième All-Star qui soit échangé contre James Harden directement. Donc, ce sera plutôt peut-être 2 joueurs de devoir, 2 bons joueurs, hein, mais il y a des chances que les Sixers, je le répète, éliminés au second tour l'an dernier, repartent avec une équipe finalement moins forte ou toujours pas capable, en tout cas, de vraiment passer le cap pour aller au bout. Et voilà, comme je l'ai dit, la pression elle commence à monter sur Joel Embiid, sur les Sixers, sur Daryl Morey, sur tout le monde, quoi. Même s'il y a eu le changement de coach. Si numériquement tu remplaces James Harden par Patrick Beverley, c'est un peu compliqué, il faut reconnaître. Mais oui, parce que les signatures pour l'instant c'est Beverley, Mo Bamba et signature de Paul Reed. Et Simon Trezarel aussi, non? Et Montrezl. Bon, c'est anecdotique, mais ça compte pas vraiment. Il y a la signature de Nick Nurse comme coach qui peut peut-être quand même changer quelque chose. Ça va, je pense que ça va être très très différent de ce qu'il y a eu avec Doc Rivers, mais je suis d'accord pour l'instant. Après, est-ce que Joel Embiid tout seul entre guillemets, est-ce que c'est pas mieux, est-ce que c'est pas la meilleure version avec très très bien entouré? Est-ce que c'est pas mieux? Moi, c'est parce que j'étais sceptique de l'association avec Harden, mais est-ce que mieux construit autour et avec encore une fois, pas pour tirer sur Doc Rivers, mais peut-être une autre façon de coacher, d'appréhender la chose. C'est peut-être pas. En l'état, j'ai du mal aussi à aller embêter les 2-3 vraiment meilleures équipes de la conférence, mais je pense qu'ils n'ont pas encore terminé. Enfin, j'espère pour eux qu'ils n'ont pas encore terminé et que dans le trade d'Harden, ils vont récupérer quelque chose qui leur permet d'avoir un roster ne serait-ce que solide. Hein. Le problème, c'est que pour cette équipe, de toute façon, c'est titre ou finale minimum. Sinon, c'est un échec, en fait. Vu comment elle est construite, ça fait maintenant 25 ans qu'on attend que le process paye ses fruits. Et en fait, le truc, ce que tu disais, Antoine, là, c'est que s'ils récupèrent pas de deuxième All-Star, ils sont doublement perdants parce qu'en fait, c'est même pas en termes de résultats. Je pense que c'est pas inintéressant ce que tu dis, Shai. Hein. Moi, je pense pas que ce soit impossible de construire une équipe solide autour de Joel Embiid, les joueurs qu'il y a, et si tu transformes James Harden en d'autres joueurs vraiment performants qui sont pas des stars, il y a de quoi faire une grosse équipe à l'Est, ça j'en suis persuadé. Le truc c'est que je suis pas sûr par contre que ce soit que Joel Embiid soit du même avis, quoi. Et qu'en fait je pense que si tu récupères pas un All-Star pour James Harden, t'es quasiment sûr, enfin moi je te suis à 200% Antoine là-dessus,
je vois Embiid demander un trade gros comme une maison, quoi. Pas forcément à l'instant T, mais avant la deadline en février, là, si les Sixers sont pas premiers de la conférence Est, c'est... Il va directement appeler Leon Rose et les New Mais- York Knicks. Même si c'est l'été prochain, parce que moi je suis d'accord avec vous, en fait, il y a moyen. Imaginons par exemple, il y a un trade avec les Clippers et ils récupèrent Norman Powell et Marcus Morris, ok, ou Terrence Mann, peu importe. Deux gars solides dans une rotation en imaginant que Marcus Morris est encore un corps, qu'ils soient encore capables de jouer au basket. Donc, mais c'est vrai, aux Clippers, à la fin, il était cuit, là. Il y avait des problèmes physiques. Donc, s'il est en bonne santé, c'est quand même un très bon joueur. Tu vois, c'est deux bons joueurs de rotation qui ont de l'expérience et tout. Tu as une bonne équipe. Tyrese Maxey, il va proposer. J'allais dire qu'on n'a pas parlé de lui. Ouais. C'est peut-être lui le deuxième All-Star. Mais quand même, Voilà. cette équipe, aussi forte soit-elle, je me dis jamais qu'elle va au bout, en fait, qu'elle gagne un titre. Ça me Ouais. semble impossible. Même, tu peux même mettre Greg Popovich qui coach conjointement avec Phil Jackson. Je vois pas comment ça va au bout. C'est trop léger. Et ils ont perdu des joueurs importants du banc. George Niang, un des rares shooters, Shake Milton, qui était bon, Shake Milton, et Jalen McDaniels. Alors, c'est pas non plus les plus grosses pertes du monde, mais ils ont perdu des joueurs de banc qui n'ont pas remplacé. Ils avaient déjà un banc léger, ils ont un banc très léger. Patrick Beverley, ça va leur donner peut-être un semblant d'âme, mais on le dit nous-mêmes, c'est pas un difference maker, on le dit à chaque fois. Il a plus un nom, en fait, Patrick Beverley, aujourd'hui, il a plus un nom qu'un vrai rôle en NBA. Et il a un podcast maintenant en plus. Ouais, c'est pas un très très bon joueur à l'échelle NBA, quoi. C'est même pas un bon joueur à l'échelle NBA, Patrick Beverley aujourd'hui. Donc En bon, fait, c'est un joueur correct, qui t'apporte de la défense et de l'attitude, mais c'est pas un difference maker, quoi. Ouais, bah non, clairement pas. Mais et encore moins quand tu veux être l'équipe qui passe le stade de deuxième tour à fin NBA. Donc oui, bien sûr, et contre Harden, ils peuvent récupérer un bon trade, mais comme tu l'as dit Théo, l'objectif c'est finale ou titre. Et avec cette bonne équipe, bah ouais, ils peuvent aller au second tour. Ouais, Bah, c'est ça. Non, c'est ça, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'effectivement, si jamais ils devaient trader, tu vois, disons, est-ce que le trade dont tu parlais, l'idée de trade, James Harden contre... zut, j'ai déjà oublié les joueurs que tu as proposés, Antoine. Norman Powell. Norman Powell, pardon. Et Marcus Morris, mais bon, ça peut être Terrence Mann. Terrence Mann, exactement. Je suis pas sûr que les Clippers feraient ça, hein, ça serait assez fou. Mais si tu récupères ça, c'est vrai que le gros atout, là, pour le coup, je pense que c'est d'avoir Nick Nurse et pas Doc Rivers. Et là, c'est pas une pique contre Doc Rivers. Les différents entraîneurs les entraîneurs ont chacun leur propre qualité ou ce qui les rend spéciaux. Moi, ce que j'ai toujours aimé chez Nick Nurse, c'est sa capacité d'adaptation et de créer des plans de jeu, de mettre des formes de jeu qui collent avec les joueurs, en fait. Et je pense que il a suffisamment de créativité et de savoir-faire pour pouvoir faire un effectif et un type de jeu qui va fonctionner, en fait. Même sans des joueurs extrêmement forts, même sans avoir un autre All-Star à la place de James Harden. Mais là où c'est intéressant, effectivement, c'est un petit peu Tyrese Maxey. Alors, j'adore Tyrese Maxey, il est vraiment très fort. Mais je m'interroge, malgré tout, on parlait tout à l'heure d'un autre joueur hors antenne, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais je m'interroge malgré tout sur son réel potentiel au-delà de ce qu'il fait déjà très bien maintenant aussi. Alors c'est dur à déterminer, hein, c'est encore un jeune joueur, mais c'est quand même un arrière scoreur de taille réduite, on peut le dire, qui brille pas en défense. Donc ces joueurs-là sont importants, ça peut être des joueurs d'impact, mais je sais pas dans quelle mesure, si vraiment effectivement tes deux meilleurs joueurs c'est Tyrese Maxey et Joel Embiid, vu la manière dont sont construits les autres contenders, je sais pas si tu peux, si ça te suffit pour aller très loin, sachant que le problème malgré tout, c'est même pas Joel Embiid et son niveau de jeu, en fait c'est son niveau de jeu malgré tout en play-off et sa capacité à être là en play-off. Et ça, là sur le terrain, je veux dire, je parle pas de ses performances uniquement, mais juste de pas être blessé. Je pense quand même que Philadelphie part avec peu de certitude, quoi, sur cette saison. Le problème, c'est que c'est une équipe qui se comporte pas comme ça. À chaque fois, elle continue de se comporter comme si c'était une grande favorite, comme s'il fallait la respecter dans les trades, dans les négociations, dans ce qu'on entend, le comportement de Daryl Morey, les contreparties qu'il réclame en échange de certains joueurs, la manière dont il fait de Tyrese Maxey un joueur absolument intransférable, même en l'échange de Prime Michael Jordan, Prime LeBron, etc. C'est ridicule, en fait. Il se comporte comme s'il avait déjà un effectif prêt à gagner le titre. Les Sixers en sont loin. Et c'est une équipe qui a perdu au final de peu sur un Game 7 contre Boston, mais je pense que c'est une équipe qui reste loin du titre. Et voilà, ils ne se comportent pas comme ça. Et après, il reste un scénario où... Enfin, c'est débile, mais Maxey, je pense que s'il propose Maxey aux Trailblazers,
Ils ont Lillard, ouais. Il y a vraiment moyen d'avoir Lillard en fait. Et Mm. juste en se comportant comme ça, en refusant de voir la réalité. Et si par contre, d'un coup, ton effectif, c'est Lillard, Norman Powell, Marcus Morris, Joel Embiid, en fait, dans cette conférence Est, qui est très ouverte, où il y a plein d'équipes qui se posent des questions, bah là, tu as tout de suite une autre carte à jouer. Donc, bon, moi, je suis très surpris par les. Enfin, non, je suis pas surpris au final. Ça ne m'étonne pas que les Sixers aient ce comportement, mais je trouve ça dommage. Ouais, non, bah, bon, on verra, hein. C'est vrai qu'on va vraiment finir par passer pour des Sixers haters. C'est pas du tout le cas, hein, moi, il y a des équipes de Philadelphie que j'ai adoré, que ça Ah soit oui. à l'époque Iverson ou que ça soit même plus récemment la version des Sixers avec Jimmy Butler qui reste sans doute la meilleure équipe qu'ils aient eue récemment. Mais là, c'est vrai qu'il y a trop de points d'interrogation. C'est vraiment, vraiment compliqué pour Philly. Moi, je vous propose de parler d'un autre gros morceau, peut-être un peu plus évident. Moi, j'ai envie de parler de Boston un petit peu. Mm. On l'avait évoqué après le trade de Porzingis. Moi, j'aime vraiment bien ce qu'a fait Boston au bout du compte. Ouais. Je pense qu'avec, on en avait parlé déjà, mais je vais revenir un petit peu. Je pense ils avaient fait simplement le constat de se dire, Marcus Smart était certes le cœur de notre équipe en termes d'attitude, mais finalement, on continue à buter toujours sur la même marche, on continue voilà, avoir ce plafond qu'on n'arrivait pas à dépasser, donc il fallait chercher autre chose. Et en fait, ce que je trouve intéressant, et c'est certainement un risque, hein, ça je dis pas le contraire, c'est que du côté de Boston, j'ai l'impression ils se sont dit, bon, bah, avec Porzingis, on pense que notre plafond est plus haut qu'avant. Par contre, c'est vrai que notre plancher est peut-être plus bas aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que si ça marche pas, ça peut vraiment être alors moche. Il y a suffisamment de talent pour que Boston soit bon dans tous les cas. Mais je pense que c'est une prise de risque quelque part sur le niveau de jeu plancher de Boston. Mais par contre, je pense quand même que ça remonte un petit peu, que ça remonte de manière significative quand même. Voilà, Le le plafond. plafond. Voilà, merci Antoine. Le plafond potentiel de cette équipe. Ça va forcer aussi Boston à se réinventer un petit peu. Donc Ouais. ça va forcer, je trouvais peut-être de nouvelles formes de jeu et à repartir, peut-être redonner un peu de fraîcheur finalement ou de nouveauté à ce groupe qui est ensemble depuis longtemps et qui continuait de buter malgré tout sur la dernière marche ou l'avant-dernière marche en fonction des saisons. Voilà, je trouve que c'est intéressant aussi ce que le management a fait sur le banc en mettant autour de Joe Mazzulla un vrai staff. Ouais, Moi, des je, mecs moi, je d'expérience, ouais. mets, ouais, moi, je vais faire une prédiction à l'Antoine Pimel, mais si en décembre, Boston n'est pas bon et pas dans les clous, euh, moi, je vous annonce que Sam Cassell sera le head coach sur la fin de saison du côté des Celtics. J'en mets ma main à couper. Je pense que voilà, c'est bien pour Joe Mazzulla de pouvoir avoir un assistant comme Sam Cassell, et c'est aussi un petit peu une pression parce que voilà, ça fait longtemps qu'il fait partie des assistants. On se dit qu'il va passer dans un entretien, on se dit bah ça va peut-être être là son premier poste de head coach, ça va peut-être être là son premier poste de head coach. Il connaît déjà la maison. Moi, je pense qu'il est en bonne place pour reprendre si jamais ça se passait pas bien du côté de Joe Mazzulla. En tout cas, voilà, je trouve cette équipe de Boston, il y a vraiment des choses intéressantes, sachant qu'il reste toujours quand même le cas Jalen Brown qui n'a pas été prolongé toujours. Moi, j'imagine que de toute façon, c'est un peu une affaire entendue. Ils vont lui proposer le max et il va Mm. l'accepter. J'imagine qu'ils sont peut-être en train d'affiner un petit peu les points, Les clauses, ouais, les clauses, comment est structuré le contrat en termes de où est-ce qu'on met le gros de l'argent dans le contrat, peut-être des player options ou des team options pour certaines années. J'imagine que c'est plutôt là-dessus. Quel est votre sentiment, vous, sur cette équipe de Boston, 2 semaines presque après, je pense, le dernier podcast où on avait parlé d'eux? Moi, je les trouve un peu légers sur l'arrière. En fait, j'ai peur de l'importe. Enfin, Malcolm Brogdon, c'est un super joueur, mais là, la perte de Marcus Smart, elle m'inquiète en fait. Je dis pas que c'est un joueur fabuleux ou quoi, mais son importance, elle n'est pas à minimiser. Il est là depuis longtemps, il avait vécu plein de choses. C'était un peu un leader de caractère, de personnalité. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire, un changement un peu stylistique, résoudre des problèmes offensifs notamment. Quand tu ajoutes Porzingis, c'est plutôt bien si on a la version en bonne santé de Porzingis. J'ai juste peur du déficit qu'il y a dans le caractère et la personnalité, même si peut-être que ça paraît un peu surfait aujourd'hui. Et que si à l'arrière, si tu te retrouves, alors Derrick White qui est bien, hein, qui va encore gagner en importance, mais après Brogdon, il a des gros soucis physiques quand même, il a du mal à tenir la distance depuis qu'il est arrivé. Il manque du monde pour moi, même si ils sont renforcés par la force des choses. Porzingis, vraiment, je répète, si c'est sa meilleure version, tu peux du coup utiliser différemment Robert Williams, tu as toujours Al Horford qui est là, les deux, Tatum et Brown,
voilà, ils sont encore là si on part du principe que Brown y reste, hein, évidemment. Mais il manque le caractère qu'apporte Smart, le côté même peut-être un meneur gestionnaire aussi. On les avait identifiés, Antoine, tu l'avais identifié dans le guide de la Free Agency sur ce qui manquait à l'équipe. Quelqu'un capable de tenir la balle. C'est une équipe qui me laisse... je suis très intrigué. Je n'arrive pas du tout à savoir ce que j'envisage pour eux, en fait. Je vois très bien une version où ça se passe bien, où Porzingis est sous son meilleur visage et où les autres, ils se responsabilisent. La deuxième saison avec Mazzulla se passe un petit peu mieux. D'ailleurs, ça s'était pas mal passé. Hein. C'est juste en play-off où c'est parti un peu en vrille jusqu'à ce qu'ils reviennent presque et qu'ils réussissent un comeback assez fou, mais qu'ils n'ont pas complété. Je suis vraiment incapable de vous dire, je les vois... Toi, l'année dernière, quand ça a commencé, on s'est dit, bah oui, avec Milwaukee, c'est eux ou Milwaukee en tête de la conférence Est, on avait zéro doute. Là, je peux très bien les voir premier ou deuxième, comme perdre un peu glisser dans les rangs et être un peu plus bas, quoi. Moi, je vais faire peut-être une synthèse entre vous deux. Je pense que c'est un potentiel game-changing move pour les Celtics. Ça peut, mais dans un sens comme dans un autre, en fait. Je vais faire une mauvaise comparaison. J'en ai pas trouvé mieux en l'espace de 5 minutes, je m'excuse, mais tu vois, quand les Raptors ils changent des DeMar DeRozan par Kawhi Leonard, c'est une mauvaise comparaison parce qu'on parle vraiment du meilleur joueur de l'équipe, c'est-à-dire qu'ils ont changé leur meilleur joueur pour un autre meilleur joueur. Mais il y a un peu ce côté âme des Raptors qui s'en va pour un mec qui au contraire n'a pas d'âme, tu vois, enfin n'a pas d'âme, n'a rien à secouer de Toronto, c'est dans ce sens-là que je veux dire, c'est pas personnellement envers Kawhi, c'est plus le sens, voilà, il n'avait pas demandé Toronto, il n'avait pas forcément envie d'être ici, mais c'était un meilleur joueur, c'était un gros pari, un gros risque au niveau de la franchise et ça a payé. Ça a payé, ils ont gagné le titre. Forcément, on parle d'un joueur, là on parle de superstar. Les Celtics, ils n'ont pas changé non plus leur superstar, mais ils ont enlevé quelqu'un qui était l'âme de l'équipe pour prendre un joueur plus fort. Même si j'aime bien Marcus Smart, Kristaps Porzingis, ça reste un joueur plus fort. Et du coup, si ça marche, ça peut être effectivement, pour aller du coup là dans le sens de Théo, ça peut être effectivement le move qui te fait passer un cap. Maintenant, moi je suis d'accord avec Shai aussi. Je trouve que c'est défensivement, il y a des moments où ça sera plus léger. Mais Boston, je pense, a le meilleur 5 de la NBA sur le papier. C'est le meilleur 5 majeur. White, Brown, Tatum, Porzingis, Robert Williams. Je pense que c'est le meilleur 5 majeur de la ligue. Je pense que c'est même plus fort que le 5 majeur des Nuggets. Sur le papier seulement. Je parle du papier. Je ne parle pas de la cohérence terrain, etc. pour l'instant. Sur le papier, je pense que c'est le meilleur 5 de la ligue. Quand tu as le meilleur 5, tu as quand même souvent des chances d'aller très loin. Après, il y a une donnée qui pour moi ne change pas pour Boston. Et au final, c'est celle-là le paradoxe, c'est que l'équipe, elle change, mais j'ai l'impression que c'est la même donnée que l'an dernier. C'est sur Tatum. Pour moi, d'une manière ou d'une autre, c'est sur Tatum et Brown. Et quand je dis ça, je ne parle pas forcément de leur performance, je parle de tout, en fait. C'est l'ensemble, de l'attitude qu'ils vont montrer dans certains moments, de la compréhension de certaines choses pour gagner, ce qui leur a manqué, en fait. Les Celtics, déjà en 2022, ils ont déjà l'effectif pour gagner le titre, en vérité. Il n'y a pas une lacune très identifiée. C'était même dur l'an dernier d'essayer de comprendre qu'est-ce qui ne marchait pas à Boston, quel était le problème. Est-ce que c'est vraiment un meneur gestionnaire? Est-ce qu'il manque tel truc? Tu as du mal à savoir. Tu as l'impression que sur le papier, il y a un peu toutes les qualités nécessaires. Mais du coup, et c'est de la même manière, quand on voulait parler de Tatum, on a du mal à pointer du doigt ce truc, qu'est-ce qui lui manque? C'est un peu abstrait. J'ai l'impression que c'est une donnée un peu abstraite de vainqueur. Et du coup, je vais avoir du mal à la définir avec des mots. Mais par contre, le départ de Smart, ça va pousser encore une fois Tatum et Brown à prendre encore plus de leadership. Exactement. Je disais pas qu'ils s'entendaient pas bien avec eux. Mais d'une manière, sortir Smart, c'est leur faire de la place. Smart, c'est celui qui a jamais hésité à les mettre face à leurs responsabilités. Tatum comme Brown, qui a jamais hésité à leur rentrer dedans. Il y aura plus ce mec là pour faire ça. C'est pas Porzingis qui va le faire. Donc là, c'est pas Mazzulla qui va le faire. Certainement pas, alors que sa place, à mon avis, elle est un peu en danger. Donc là, maintenant, c'est eux face à un miroir. Et qu'est-ce qu'on veut dans cette ligue? Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire gagner? Est-ce que gagner, c'est juste briller? Tatum, j'ai l'impression que des fois, c'est un peu tu vois, cette espèce de ligne fine, cette espèce de nuance entre briller et gagner qui ne saisit pas toujours. Et en même temps, elle est abstraite, encore une fois. Et pour moi, si Tatum, même s'il n'y a pas assez de défenseurs, même s'il n'y a pas de truc, si Tatum, il capte ça et qu'il s'élève au rang de « je suis un des 3 meilleurs joueurs de la ligue »,
Et je pense qu'il n'y est pas aujourd'hui. Mais je suis un des 3 meilleurs joueurs de la ligue et je vais jouer toute une campagne comme si j'étais ça. Mais je comprends ce que ça signifie et je comprends que des fois, ça ne veut pas dire mettre 40 points. Bah là, je me dis que Boston, en fait, ils ont une tête de champion NBA. Ouais, là où je te rejoins par rapport au manque enfin, où je vous rejoins tous les deux par rapport à ce qui manque à cette équipe de Boston, moi, la seule chose qui m'inquiète un peu, mais je pense pas que Marcus Smart était la solution malgré tout, en fait, c'est dans la création. Parce que c'est quand même une équipe qui, offensivement, se retrouve par moments à stagner, Mm. à, il y a des moments, c'est trop bizarre. Il y a des moments où tout fonctionne. En saison régulière, la balle bouge, les joueurs bougent. Tu dis, mais c'est incroyable cette machine à scorer. Et des moments où il se passe plus rien. Et Marcus Smart, avec ses 8 passes par match, c'était quand même leur meilleur passeur. C'est là-dessus, au niveau de la création de jeu, que je pense qu'effectivement, il y a quelque chose. Et c'est là où je te rejoins aussi, Antoine. C'est que là aussi que ça repose sur Tatum en partie. Parce que là, il y a une partie de la création qui sera assumée par Derrick White. Le fait qu'il gagne plus de minutes, il va reprendre une partie des passes que faisait Marcus Smart. Derrick White va prendre ce rôle et je pense qu'il n'a pas fini de progresser, Derrick White. Vraiment, sa progression sur les 3 dernières saisons, elle est vraiment intéressante. Alors, c'est pas là, il n'est pas à un niveau, il n'est pas à un moment de sa carrière où il va passer des caps, en fait, mais c'est des petites améliorations qui font une grosse différence. Donc, moi, je suis assez confiant de ce côté-là, mais effectivement, bon, enfin, Boston, là, je pense qu'il faudrait quand même qu'ils puissent mettre la main sur un joueur de rotation qui soit capable de rentrer, structurer le jeu sur des moments courts. On avait parlé à un moment peut-être de Chris Paul, un mec comme Tyus Jones. Alors bien sûr, il ne va pas atterrir à Boston, mais il serait parfait. Ce type de format, quoi, de type de joueur, je pense qu'effectivement, c'est ce qui leur manque. Et là où je te rejoins aussi, Antoine, c'est ce que je disais un petit peu en préambule, c'est que il y a un moment, il faut bouger les choses, en fait. C'est parce que si Boston était reparti avec le même groupe, je vois pas pourquoi tout à coup il y aurait une transformation et une capacité à finalement à ce que ça marche mieux cette année que les 3 ou 4 années précédentes. Fallait faire quelque chose et honnêtement, je trouve qu'avec Porzingis, alors bien sûr, s'il se blesse et qu'il joue 15 matchs cette saison, j'aurais l'air d'un idiot d'avoir dit ça, mais sur le papier, je trouve qu'avoir réussi à choper un joueur du potentiel et du niveau de Porzingis pour Marcus Smart, c'est quand même une belle prise de la part de Boston, quoi. Ouais, mais non, vraiment, je suis d'accord. Hein, il y a vraiment cette version où ça marche bien, où le changement a été positif. Je trouve que ta comparaison, Antoine, elle est pas elle est plutôt pertinente hein, avec Toronto sur le côté. T'enlèves un joueur important de la franchise et après, voilà, c'est juste que Porzingis, c'est pas Kawhi, mais je comprends l'idée. Moi, le truc j'ai juste peur que Brown et Tatum soient. Alors, ouais, s'ils deviennent vraiment les leaders que les fans des Celtics espèrent, ça peut bien se passer. Mais j'ai pas encore vu ça chez eux. Et à chaque fois qu'ils étaient dans le trou, c'est toujours Marcus Smart qui était là, qui les a poussés. Et encore une fois, je vois juste pas encore dans l'effectif qui va être capable d'apporter ça. Donc s'ils se responsabilisent d'eux-mêmes, c'est parfait. Et il y a de bonnes chances qu'ils restent très très compétitifs. Et il y a aussi le scénario catastrophe où ça marche pas et où ça se rejette la faute. Il n'y a pas vraiment de leader. Le coach est un peu en difficulté. On a tous été surpris que Mazzulla soit confirmé aussi rapidement, je pense, hein, malgré les difficultés qu'il y avait. Lui ajouter du staff expérimenté. Il y a eu Charles Lee aussi qui est arrivé de Milwaukee dans le staff. Ouais. Ça, c'est pas mal. Je Grosse pense que prise. c'est aussi un mec qui voulait être head coach, qui espérait être head coach pardon, cette année. Voilà. Boston reste pour l'instant un mystère pour moi. Je vois tout un éventail de choses qui peuvent leur arriver, mais sans pour l'instant réussir à mettre la main sur ce que je vois vraiment pour eux. Ok, t'as une autre équipe, ça, dont t'aurais voulu parler, Shai, ou qui t'a tapé dans l'œil? Ouais, je pense. Alors, encore une fois, c'est pas vu qu'il y a eu tellement peu de mouvements vraiment significatifs pendant la free agency que je suis plus dans quelle équipe je vois bien démarrer ou réussir une bonne saison. Et on en parlait tout à l'heure entre nous. Je suis très très optimiste en ce qui concerne Indiana cette saison. Je pense que l'année dernière, ils n'ont pas poussé à fond pour se qualifier pour les playoffs ou pour le play-in. Ils ont eu la blessure de Tyrese Haliburton, Bénédicte Mathurin qui a un petit peu baissé de pied. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas tout fait, peut-être avec cette espèce de. Ils étaient un peu entre deux chaises avec la perspective de pouvoir avoir un pic important sur cette classe de draft qui était très très attendue. Cette année, je pense que si tout est d'équerre, Tyrese Haliburton qui est. Bon, c'était déjà un peu le cas, on avait compris, hein, mais qui est le franchise player qui a signé sa grosse extension. Que je pense qu'il n'a pas fini de progresser. C'est un joueur hyper intéressant à écouter dans la manière dont il envisage
le métier, il est très cultivé sur le basket et je pense que c'est un joueur qui va devenir encore plus fort. Et ce qu'il y a autour me paraît déjà intéressant. Ils ont rajouté Bruce Brown que j'ai adoré avec Denver. C'est cher, hein, on est d'accord. Il va prendre beaucoup d'argent par rapport à ce qu'il a peut-être accompli individuellement dans sa carrière. 45 millions de dollars sur 2 ans. Et Obi Toppin, qui je pense peut être ce genre de joueur qui en changeant de paysage, il était à New York où il était devenu intéressant cette année, mais je pense que là il peut prendre un autre type de dimension. Je vois bien Indiana qui a un coach qui est quand même très très aguerri, qui connaît le haut niveau et les playoffs. Il y a un mix de groupes jeunes et de mecs qui commencent à être expérimentés comme les Miles Turner, TJ McConnell. Il y a toujours Bud Hield qui est là, hein, on en parlait dans des trades, mais lui aussi est toujours là. Ils ont à la fois ce noyau qui fait dire que ils ont très bien commencé la saison dernière, il faut le rappeler. Hein. Ils ont ce noyau qui leur permet d'être tout de suite ambitieux et en même temps ils peuvent changer des choses si ça va pas avec en utilisant Turner, Bud Hield. Je les vois bien faire une bonne saison en fait. Et après Bruce Brown, heureusement, il n'y a que la première année qui est garantie quand même. Parce que moi, j'ai un peu peur de quel Bruce Brown on va avoir. Parce que Bruce Brown qui est aux Nuggets en fin de contrat avec un titre à jouer, forcément, c'est super motivé, ça fait tous les efforts. Bruce Brown qui vient de signer pour 45 millions, qui se retrouve dans une équipe jeune où il aura plus de responsabilités, des joueurs moins forts autour de lui, je suis moins convaincu en fait. Je pense que c'est vraiment le genre de mec qui est très très intéressant quand il est entouré de mecs très très forts, de joueurs très très forts. Ouais, il était déjà bon à Brooklyn d'ailleurs. Ouais, mais à Brooklyn, il y avait aussi Kevin Durant et voilà. C'est vraiment... Mais pour le défendre, je l'aimais bien aussi à Détroit et je trouvais que Brooklyn avait fait une affaire en or et Détroit, c'était pas un contexte. Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. On en a vu des tonnes, des joueurs qui signaient un contrat comme ça, qui venaient de gagner et puis bon. Mais t'as aussi l'exemple type Caldwell Pope qui avait joué un rôle important avec les Lakers. Tu te dis, il arrive à Denver. Bon, alors c'était une équipe qui était ambitieuse aussi. Il est passé par Washington entre les deux en fait. C'est vrai, pour la soupape de décompression. En fait. C'est ça, c'est exactement ça. Mais non, mais je te laisse continuer, mais je comprends. Non, mais t'as raison. Mais après, effectivement, de toute façon, dans son profil, ça peut être une très belle prise. Et le fait que la deuxième année soit pas garantie, ça peut le pousser de toute façon à jouer dur pour qu'on lui redonne ses 20 millions de plus. Moi, je partage ton avis. C'est une équipe que j'aime bien. On se fout de ma gueule généralement parce que j'aime bien les Pacers. Et c'est vrai. T'aimes bien les équipes qui ont des maillots à rayures, c'est pour ça. Ouais, c'est bizarre, Indiana. C'est vrai que c'est vraiment pas une équipe très sexy ou une franchise très sexy, je vais dire. Mais leur équipe est sympathique, comme tu as raison, sur le mélange des jeunes. Sauf que pour le coup, tu vois, autant à Houston, je trouve que ça n'a aucun sens, parce que surtout, c'est des jeunes très, très jeunes, avec des gars qui n'ont rien à faire là. Là, les Pacers, c'est différent. Le groupe a un peu plus de vécu commun. Je pense qu'il y a moins de concurrence entre les jeunes et entre les vieux, entre guillemets. Et surtout, le leader des jeunes est un faux jeune. Déjà, Tyrese Haliburton, c'est pas le mec le plus jeune et c'est déjà un vétéran dans sa tête depuis sa première semaine NBA. Lui, il traîne même pas avec les jeunes. Il traîne à la cantine avec Rick Carlisle. Tu vois, donc bon, ça fait un ensemble un peu différent. Mais je suis d'accord, c'est une équipe qui peut créer la surprise si ça prend bien et si ça se développe bien en fait. Si Bénédicte Mathurin passe un cap, il y a des si quand même. Il y a quand même des si, tu vois. Je me dis pas que c'est une garantie qu'elles soient en play-off l'an prochain, mais je pense qu'il y a moyen de faire une petite surprise et d'être une équipe sympathique, quoi. Ouais, je vous rejoins. C'est effectivement, je pense qu'il y a tout pour que ça puisse être une équipe surprise et en même temps, il n'y a pas de pression. Et il n'y a pas de garantie vraiment parce que voilà, ils sont encore en mode reconstruction. Leurs objectifs sont pas à court terme. Juste pour revenir sur Bruce Brown, en fait c'est cher, mais je trouve que c'est pas si cher parce que justement c'est sur 2 ans. Ce qu'il va apporter, c'est quand même son expérience de mec qui a été loin. Même finalement, tu vois, par rapport à ce que tu disais Antoine sur, alors ça dépend bien sûr de la perception qu'on a des joueurs, mais tu vois aux Nets. En fait, je suis d'accord avec toi dans le sens où je pense que c'est le type de joueur qui fait passer un palier à ton équipe si ton équipe a déjà des joueurs forts autour. Mais je pense que ne serait-ce que par son activité de chaque moment, son comportement sur le terrain, c'est vraiment bien d'avoir en fait un mec comme ça dans ton groupe quand tu as des jeunes que tu essaies de développer par ailleurs. Et voilà, il a quand même une petite pression. S'il veut que sa deuxième année soit garantie, il faut qu'il soit bon dès la première année. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que dans tous les contrats de la free agency, il y a souvent le plus intéressant, c'est pas tant de voir combien les mecs sur combien de temps ils ont signé, mais qui a des player options à quel moment et parfois où est l'argent vraiment. Parfois c'est en début de contrat, parfois c'est en fin de contrat.
Est-ce que c'est Exactement, et garanti si c'est garanti ou pas, en fait finalement, parfois c'était plus intéressant de regarder dans les détails que sur l'enveloppe globale. En tout cas, ouais, équipe sympa, jeune, je pense que ça va être cool à voir jouer cette saison à Indiana carrément. On peut Antoine, allez, peut-être je te passe la parole pour ouais, enchaîner sur. on peut peut-être parler un peu des Bucks pour rejoindre les favoris. Du coup, Milwaukee, du coup, qui a pas nécessairement bougé, mais il y a un changement de coach. C'est ça en fait. C'est l'équipe qui sort d'une grosse désillusion, sortie au premier tour en étant archi favori à l'Est, sortie par le Heat 4-1 avec la blessure de Yanis. C'est une équipe qui vieillit. Il y a eu un changement, il y a quand même eu un gros changement, c'est le départ du coach, Mike Budenholzer remplacé par Adrian Griffin. Après, sur l'effectif, c'est de la continuité. Chris Middleton a été re-signé, Brook Lopez a été re-signé, il y a toujours Bobby Portis, donc il y a toujours le gros, il n'y aura pas de révolution autrement que par un nouveau coach, hein. On sait que ça peut changer la manière de jouer, mais en tout cas, dans l'effectif, il n'y a pas de grosse révolution. Et pourtant, tu vois, j'avais beau voir les Bucks comme un énorme favori pendant toute l'année dernière, là, je me dis qu'il y a quand même des questions, qu'il y a quand même. Tiens, je suis presque en mode j'attends de voir. Mais il y a un épouvantail endormi, en tout cas. Tu te dis, tu as toujours pour le coup, ils ont un des 3 meilleurs joueurs de la NBA. Ils ont de la défense à balle. Ils ont 3 stars. Normalement, sur le papier, tu as de quoi aller au titre aussi, en fait. Un peu comme pour Boston, tu dis, pour le coup, eux ont des lacunes, par contre, un peu plus facile à cibler, mais ils ont un des 3 meilleurs joueurs du monde, ce qui n'est pas forcément le cas des Celtics. Ouais, bah, Lesquels, ouais, je partage ce que tu dis, Antoine. J'ai l'impression que limite, c'est parce que leur gros avantage par rapport à quasiment toutes les autres équipes de la conférence Est, c'est d'être dans la continuité, quoi. Donc certes, ils se sont plantés l'an dernier au premier tour, mais c'est une équipe qui marchait bien. Middleton avait été absent une bonne partie de la saison, faut le rappeler aussi, mais on Ouais. sait que ça va fonctionner s'il est en pleine forme à la reprise. On sait ce que ça peut donner. Et finalement, je pense que c'est rien que là-dessus, finalement, ils sont gagnants. Sur le fait d'être restés dans la continuité. Comme tu l'as dit, ils ont Yanis, la continuité, un groupe qui sait aussi ce que ça demande de gagner. Et l'avantage, en fait, pour Adrian Griffin, quand il arrive, c'est que finalement, il peut aussi regarder ce qui fonctionnait du temps de Budenholzer et Ouais. apporter des changements sur ce qui fonctionnait pas. Mais je pense qu'il va pas arriver et jeter complètement le playbook par la fenêtre. On sait qu'il y a des choses qui fonctionnent, on sait qu'il y a des manières de faire jouer Yanis en attaque et de se servir de lui en défense qui fonctionnent. Ça, je pense que ça va pas être une révolution complète. Ça va être intéressant, effectivement, de voir les ajustements, notamment en attaque. Hein, ça a quand même toujours été le gros souci du temps de Budenholzer. C'était un petit peu le fait que cette attaque ait du mal à tirer le maximum de son potentiel. Mais moi, je suis plutôt confiant quand même sur la capacité de Milwaukee à faire une grosse saison et vraiment figurer parmi les contenders à l'Est. Faut surveiller le genou d'Yanis aussi qui s'est fait opérer pendant une arthroscopie pour nettoyer un peu tout ça. Je suis toujours un peu peur quand les joueurs commencent à faire des trucs comme ça. Bon, là, a priori, ils sont pas inquiets, hein, il va revenir bien. Mais ouais, pour les Bucks, je connais pas assez la mentalité, le style d'Adrian Griffin pour voir si ça va vraiment impliquer des gros changements. Brook Lopez prend de l'âge aussi, il est tellement important que je m'attendais presque à ce qu'il aille signer un autre contrat ailleurs, en fait. Donc c'est plutôt une bonne opération. Il reste toujours 109 parce que ça va peut-être arriver, il reste du temps. Mais, parce que j'ai l'impression que parfois il faut quand même faire quelques petits ajustements. Il a eu du mal. Est-ce qu'il est capable de revenir à son meilleur niveau? Ça reste le lieutenant par Yanis, il s'entend super bien. Voilà, de base, je suis quand même plutôt optimiste. Dire, à partir du moment où tu as Yanis, tu es à peu près tranquille, l'équipe se connaît autour. Je ne vois pas d'accident industriel en saison régulière. Peut-être plus en play-off, mais ça on ne s'attendait pas à ce qu'ils sortent l'année dernière aussitôt. J'ai envie de les voir avec du 109, quelques mecs qui viennent peut-être bousculer un petit peu la rotation, peut-être. Moi, j'aime bien ton idée de 109, en fait, et notamment de jeunesse, parce que il faut de l'expérience pour gagner, c'est évident. Tu gagnes pas avec une équipe très jeune. Par contre, il y a peu d'équipes. Enfin, il y a des équipes vieilles qui gagnent, mais dans ces équipes vieilles, si je prends par exemple même les Warriors de 2022, il y a toujours un jeune qui a un rôle majeur. Pour les Warriors de 2022, c'était Jordan Poole. Il y a toujours au moins un jeune qui est là et qui fait la diff. Giannis, c'est pas vieux, mais il est dans son prime. Middleton, moi je suis comme toi parce que tu dis Brook Lopez vieillit, mais Middleton aussi. Et Middleton, il vieillit doublement dû à ses problèmes de santé. Alors peut-être qu'ils l'ont dans leur effectif parmi les joueurs qu'ils ont draftés ou que ce soit Marjon Beauchamp, le rookie de l'an dernier.
s'il n'y en a pas un qui se révèle, je me dis quand même qu'effectivement, il va manquer ce dont tu parles, cette espèce de 109, et que après, ça peut suffire. Leur équipe est forte, leur équipe est très forte. Ça peut suffire pour aller en finale sans qu'un jeune se révèle. Peut-être gagner le titre, mais ça, j'en suis pas indéfiniment convaincu, à moins que Yanis sorte une saison de fou malade. Enfin bref, tout ça pour dire, j'aime beaucoup cette idée de 109 et de me dire qu'il faut au moins qu'il y ait un bon jeune, quoi. Et c'est pas Grayson Allen, donc c'est peut-être le petit bémol moi aussi que je mettrais. Je te rejoins là-dessus, moi. Du coup, c'était à... Attends, je me suis perdu là. C'est à C'était à toi. moi de repartir sur une équipe. Je me suis Ouais. perdu dans notre liste d'équipes. Allez, moi, j'ai envie de parler des Nets. En fait, alors là, je vais passer pour le plus hater des haters. Mais moi, j'ai beaucoup aimé les Nets de fin d'année dernière, en fait, après les trades. J'ai trouvé Bah qu'ils oui. avaient plein de super joueurs, finalement, complémentaires. Plein de mecs qui peuvent défendre, tirer à 3 points, que la balle circulait bien. En gros, qu'ils avaient tous les atouts pour être à une star, de pouvoir commencer à faire du bruit dans la conférence Est. Je parle pas de gagner le titre, mais d'être vraiment performant. Je suis ravi pour Michael Bridges, que j'adorais du temps des Suns déjà. On peut se reposer la question, hein. C'est vrai que c'est un joueur qui avait été drafté par Philadelphie, et il serait pas mal à Philadelphie, hein. Bref, je m'attendais pas forcément malgré tout à ce qu'il step up aussi rapidement et qu'il soit aussi tonitruant en attaque en étant l'option numéro 1. Je pense qu'il y a encore pas mal de progrès à faire pour lui la saison prochaine, qu'il a aussi pu bénéficier de l'effet de surprise. L'an prochain, ça va vraiment être intéressant de voir comment les équipes le ciblent. Mais bref, tout ça pour dire que je trouve que c'est une équipe qui, en l'état, est déjà intéressante, mais qui va être vraiment à regarder parce que là, c'est une équipe qui a tellement d'assets qu'elle peut essayer d'aller chercher un fort joueur pour se renforcer. Je ne sais pas précisément quelle est la timeline qu'a choisi Brooklyn, si leur objectif c'est d'accélérer vraiment d'un coup sec la dynamique ou pas. Mais qu'il y ait un trade ou pas, je trouve que c'est une équipe qui peut être vraiment sympa à regarder, qui pourrait même être un peu une équipe surprise. Alors là, je parle pas forcément pour finir dans le top 3 de la conférence S, mais être une bonne équipe en tout cas dès la saison à venir. Ouais, ils auront pas le matelas de victoire qu'ils avaient grâce à KD et même voilà, l'équipe qu'il y avait jusqu'à ce que tout soit chamboulé. Mais par contre, je suis d'accord, c'est un effectif qui même tel quel peut faire top 8, peut faire play-in, il n'y a pas de souci. Je me demande juste quelle serait la star, parce que comme tu le disais, tout est parfait autour pour qu'il y ait un mec qui arrive. Est-ce que c'est un Damian Lillard Les par Nets sont exemple, intéressés apparemment. Les Nets sont intéressés. Après, l'agent est un peu il est sur son bluff sur le fait que Lillard ne veut pas jouer ailleurs, limite qu'il serait prêt à pas venir au training camp, ce dont je doute quand même fort. Là, surtout tu mets si Lillard. c'est à Net, hein. S'il se retrouve à Charlotte, je peux comprendre, mais si c'est à Brooklyn, c'est... Ouais, Bah ouais. mais en plus, son agent, c'est aussi celui de Michael Bridges, non? Ils ont le même agent, justement. Ouais. De toute façon, en plus, il avait évoqué cette proches. destination. Il avait dit que ce serait une des destinations dans laquelle il se verrait bien. Il connaît bien Bridges. C'est une destination dans laquelle je le verrais bien. Après, là, en l'état, est-ce qu'ils sont vraiment capables d'aller faire mieux que top 7, top 8? Je suis pas sûr. Michael Bridges va être attendu aussi maintenant, parce que Complètement. il y a eu un semi-effet de surprise, parce que c'est un mec qu'on a vu quand même très très bon dans une équipe qui allait jusqu'en finale, mais il avait un rôle de super défenseur qui contribuait une fois de temps en temps offensivement. Là, il est passé sur 20 matchs, il avait un niveau All-Star. Est-ce que maintenant les équipes vont le cibler? C'est le joueur à cibler en face. Ils vont pas se dire ce qu'il y a comme menace offensive. Spencer Dinwiddie, Cam Thomas, il a fait 3 matchs de fou, mais je pense que c'est un peu retombé. Ouais, et les autres bons joueurs de l'effectif, les autres bons joueurs de l'effectif, c'est plus Nick Claxton. Il y a Dorian Finney-Smith aussi, c'est des joueurs plutôt défensifs. Cam Johnson, que j'ai oublié, qui est très bien, mais il manque. Pour l'instant, il manque la star qui peut permettre à Michael Bridges d'être un numéro 1 bis ou 2 qui serait le joueur parfait pour ça. C'est une équipe qu'on va aimer suivre, hein, je pense, dans tous les cas. Mais je les vois pas faire une surprise de fou au point d'aller gratter un top 4, top 5, quoi. D'ailleurs, tu fais bien de mentionner de leur matelas de victoire dont ils ont bénéficié au moment du trade, parce que c'est quand même une équipe, même si elle a fait forte impression, et tu vois, il y a eu les cartons de Bridges, les cartons de Thomas, ça donnait vraiment l'idée, les Nets, au final, ils ont fait des super moves, ils ont quand même fini avec un bilan négatif. En fait, à partir du moment où il n'y a plus le trade, ils perdent plus de matchs qu'ils n'en gagnent, en vérité, avec Bridges et compagnie. Ce qui est normal. Mais ce qui est normal, quelque part. Donc, il n'y avait pas moins d'automatisme, moins de talent.
C'est logique, mais ça n'avait rien à voir avec l'équipe. Ça ne pouvait pas du tout prétendre aux mêmes ambitions de toute manière. Bon, c'était évident, mais ils sont quand même redescendus de 2 ou 3 classes, je pense, à ce moment-là. Mais il y a un effectif jeune. De toute façon, il y aura de la progression du coup interne. C'est-à-dire que sans même recrutement, hein, tu te dis que Cameron Johnson, il va progresser, Nick Claxton, il va progresser, Michael Bridges, comme tu disais Théo, c'est pas des caps, mais c'est des petites touches. Il y a d'autres jeunes dans l'équipe. Par exemple, un petit Ben Simmons, par exemple. un petit jeune qui essaye de faire son trou. Petit jeune méconnu, Ben Simmons. Je pense pas que Ben Simmons va finir à Brooklyn la saison. Au passage, je suis pas convaincu qu'il la termine à Brooklyn. Ou alors c'est qu'ils n'auront pas réussi à le transférer s'il la termine à Brooklyn. Par contre, c'est dommage parce qu'il a le profil pour briller dans cette équipe, mais je pense que ça se fera pas. Enfin, comme on le dit souvent, je sais que Shai est du même avec moi, que c'est que pour nous, tant qu'il n'y a pas un changement de scénario, ça marchera pas en fait dans la tête. Donc je pense qu'à Brooklyn, ça marchera pas. Je sais même pas quels sont les. Je pense que ça arrangeait tout le monde qu'à la fin de saison, il puisse plus jouer parce que je pense que le coach savait pas où le faire jouer. Surtout maintenant qu'il y a Cam Johnson en fait sur son poste, tu vois, je pense que ça l'arrangeait au final Jack Vaughn de ne pas avoir à se casser la tête à où est-ce que je vais faire jouer Ben Simmons avec quel rôle, etc. Mais vous l'avez très bien dit, hein, c'est l'effectif parfait pour une superstar. Maintenant, au final, de superstars sur le marché, pour l'instant, il n'y a que Damian Lillard. James Harden, ça ne les intéressera pas. Joel Embiid dans quelques mois. Non, c'est même pas la superstar. Eux, je pense qu'il leur faut un extérieur. De toute façon, il leur faut un meneur ou un arrière fort, quoi. Il leur faut un Damian Lillard, Trae Young qui aurait été disponible à un moment. Je pense qu'il l'estime comme pas assez fort. Ah oui, parce que je veux dire, ça peut vite changer. Ça oui, il peut vite être à nouveau disponible, mais je pense que c'est pas une superstar pour laquelle les Nets seraient. Tu vois, pour Lillard, ils sont sans doute prêts à lâcher plusieurs pics, genre 4 ou 5. Est-ce qu'ils en lâchent 4 pour Trae Young? Je suis pas sûr, je pense pas. Est-ce que les Hawks en demanderont moins que 4? Je pense pas non plus. Je pense que les Nets, ils veulent pas lâcher les Claxton, les Johnson, tout ça, et à juste titre. Donc en fait, oui, il manque une superstar, mais on sait à quel point c'est dur en fait de trouver une superstar. C'est le premier élément d'une équipe qui va au titre. Donc bon, moi je pense qu'au final, ça va être le milieu de tableau, hein. Mais en sympa à suivre, comme Indiana, quoi. Ouais, pour le trade, ce qui est intéressant en fait, c'est que, les idées de trade, c'est que leurs jeunes, c'est pas des vrais jeunes en fait. Honnête, si tu regardes Michael Bridges, Cam Johnson, c'est des joueurs qui ont déjà 27, en gros 27-28 ans, qui sont déjà dans leur prime. Donc en fait, c'est vrai que pour une équipe comme ça, malgré, je sais que c'est pas l'image que ça donne, mais choper une superstar qui est déjà genre à la fin de son prime en fait, c'est pas fou en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si il y avait deux timelines complètement différentes sur lesquelles s'ajuster. Il y aurait je trouve que un trade pour Damian Lillard aurait vraiment beaucoup de sens. Je pense qu'il leur manque aussi un grand. Honnêtement, moi j'adore Nick Claxton. L'an dernier, c'était une des, même des meilleures nouvelles pour Brooklyn, c'était la progression de Nick Claxton, qui était intéressant par le passé, mais je pense que, moi, j'avais pas forcément identifié qu'il pourrait progresser aussi vite offensivement. C'était vraiment une des belles surprises des Nets, mais il manque quand même de taille et de gabarit en dessous pour avoir si jamais ils avaient des prétentions, il leur faudrait aussi se renforcer, je pense, un petit peu à l'intérieur, quoi. Ouais, clairement. D'accord. Allez, Shai, je te redonne le bâton de parole. De qui on va parler? Les New York Knicks? Ah bah oui. Quand même. Ils méritent. En méritent, plus, on va en parler en bien, j'imagine. Bah ouais, parce que bon, ils ont pas été hyper actifs, mais bon, le départ d'Obi Toppin, comme je disais tout à l'heure, me semble positif pour tout le monde, même s'il était plutôt apprécié avec ce qu'il avait fait cette saison. Et je trouve que l'arrivée de Dante DiVincenzo, elle a du sens. Voilà, je sais que c'est ton gars. De toute façon, on aime tous les gars de Villanova. Hein. Là, ça va être les Villanova Knicks cette année avec DiVincenzo, Jalen Brunson et Josh Hart. Merci. Ils ont déjà gagné le titre ensemble. Je trouve que ça a du sens, ce qu'il peut apporter dans un rôle peut-être où il serait un peu plus mis en avant que aux Warriors où c'était plus compliqué. Et en restant sur les bases l'année dernière, c'est quand même une équipe qui a passé un tour de play-off, mine de rien, avant de tomber contre Miami. Et l'effectif me paraît bien, avec un leader identifié, Jalen Brunson. Et ils ont quand même une marge de manœuvre pour faire aussi un gros move si le besoin se fait sentir, parce que tu as les contrats d'Evan Fournier, tu as Quickley qui a une cote sur le marché, les Grimes, même Julius Randle quelque part, je pense que même s'il est sur courant alternatif constamment, il a quand même une cote.
Mitchell Robinson a, je pense aussi une bonne valeur. Ils ont de quoi faire ils peuvent à la fois être compétitifs, c'est-à-dire faire une bonne saison régulière et espérer passer un tour. Et s'ils se disent que là, ça y est, le moment est venu d'accélérer, ils peuvent faire un gros truc, hein, je pense. Donc je trouve qu'ils ont, pour l'instant, le recrutement, ils n'ont pas fait beaucoup de choses, mais DiVincenzo, c'est potentiellement, à mon avis, une excellente recrue. 50 millions sur 4 ans, je crois. 50 millions sur 4 ans, ouais. Et dans les départs d'Eric Rose qui s'en va, mais bon, il était plus là pour apporter de l'expérience sur le banc et il jouait pas. Donc voilà, il y a une certaine stabilité, une petite amélioration. Voilà, à voir. Ils ont cette possibilité, comme je disais, de faire un gros move à un moment s'ils ont envie et si le classement les y incite. Ils attendent Joel Embiid. Joel Hein. Je Embiid. pense aussi qu'ils attendent Embiid. J'allais dire, autant Lillard, l'équipe parfaite, en tout cas, non, peut-être l'équipe parfaite, c'est Miami, dont on va peut-être parler après, mais peut-être que Brooklyn est un très bonne destination pour Lillard, mais par contre, pour les Knicks, je pense que Joel Embiid, c'est le joueur parfait. Si tu crées un one-two punch avec punch avec Jalen Brunson, plus la défense autour, un Tom Thibodeau, des shooters, tu as vraiment une équipe très, très intéressante. Il y a les liens, Leon Rose, Joel Embiid. On sait que Joel Embiid, bon, là, on se projette un peu, mais on est, je pense, tous les trois d'accord pour dire que, du coup, ça nous fait revenir sur Philadelphie rapidement, mais que ça peut vite, Embiid peut être vite mécontent et faire partie de ces stars-là qui demandent leur trade. Et les Knicks, on sait qu'ils attendent clairement la star disponible. Bah ouais. Ils ont laissé passer Donovan Mitchell. Visiblement, ils sont pas sur les stars qui sont mécontentes actuellement. Ils sont pas sur les Lillard, ils sont pas sur Harden. Donc ils attendent le gros poisson et je pense que ça peut être Joel Embiid. Pour l'instant, ils vont. Bah, le seul truc qui me ferait peur avec Joel Embiid et Tom Thibodeau, c'est la capacité de Thibodeau à faire jouer ses joueurs trop. Là, faut dépêcher un staff de SOS sans frontières et un staff de médecins directement à New York parce que là, ceci dit, bon, je dis ça vraiment en plaisantant, mais Tom Thibodeau, c'est quand même un petit peu. Alors, ce serait dur de dire à la limite, quoi, mais. C'est très spécial. C'est spécial, quoi. Alors, finalement, l'an dernier, le parcours de Knicks a validé sa place, parce qu'à un moment, il était en début de saison, quand même, on se demandait s'il n'était pas sur le siège éjectable. Le fait qu'il passe Cleveland au premier tour fait qu'il est toujours à la tête de l'équipe aujourd'hui. Je suis partagé en fait parce que j'arrive pas à avoir un avis sûr et certain sur cet entraîneur qui a fait des choses magnifiques, que ce soit en tant qu'assistant à Boston ou même avec Chicago, mais je continue à me poser des questions en fait sur sa capacité vraiment surtout à s'adapter en fait, s'adapter en fonction des situations quoi. Il est un peu dogmatique quoi. Mais... moi je l'aime pour ça, hein. J'aime le côté old school, le gars qui vit et qui pense qu'au basket 24/24, mais oui, en 2023 c'est peut-être un peu too much comme et est-ce qu'il peut libérer juste Evan Fournier quoi? Ce serait sympa, ouais. Il leur ferait du bien en théorie, son shooting pourrait. Mais Thibodeau, il a décidé que, tu vois, à un moment, c'est non, mais tu reviens pas dans la rotation quoi. D'autant que c'est même pas comme s'il était arrivé que Evan était déjà là en fait. Il a signé des deux mains quand ils ont fait venir Evan, donc c'est encore plus incompréhensible quoi. D'ailleurs, après voilà, c'est pas effectivement ce que tu disais, Shai, tout à l'heure, je crois. C'est pas impossible du tout que New York le conserve uniquement comme monnaie d'échange pour le placer dans un trade. Et là, c'est vraiment la pire des situations quand tu es dans la situation d'Evan, qui est pour le coup en plein dans son prime, le moment où il devrait jouer le maximum, etc. Et t'es là à attendre tout simplement parce que t'as pas du tout ton destin entre les mains quoi. Ils nous l'ont énervé pour la Coupe du Monde, ça c'est bien. Je pense qu'il va mordre un peu partout. Bah ouais, et puis ça peut aider à débloquer une situation. Si à la Coupe du Monde il se montre, ça peut pousser les équipes vont se bouger. Ouais. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui Evan il vaut pas un premier tour de draft. Les équipes elles préféreront avoir un premier tour de draft, même hypothétique, sans savoir quel sera le joueur en question, que d'avoir Evan Fournier qui est pourtant un très bon joueur de basket. Mais c'est la réalité un peu du marché. Mais t'as des équipes en reconstruction, tu vois, une équipe comme les Spurs où mais pourquoi tu veux Evan Fournier? Moi, je continue de penser que les Spurs, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais je continue de penser que les Spurs, ils vont pas du tout viser une place au play-in. Je disais pas forcément j'avais pas dit les Spurs pour dire forcément les Spurs, mais tu vois, une équipe qui est en reconstruction et qui a des tours de draft, tu vois, tout le tour du ventre, comme on dit, parce que finalement, il y a certaines équipes qui ont des tours de draft d'autres équipes qui savent que de toute façon, leur tour de draft sera pas extraordinaire.
Même Ça me semble pas impossible. pourquoi tu vas récupérer un joueur confirmé si tu es en reconstruction? Tu veux perdre en fait. Tu vois, je vois pas quelle franchise. En fait, c'est ça l'ironie, c'est que j'ai l'impression qu'il peut intéresser les équipes du milieu de tableau ou du haut de tableau. Mais tu vois, par exemple, c'était les Hornets. Après, le Thunder, pour le coup, qui a 50 000 choix de draft. Eux, ouais, pourquoi pas, tu vois. Mais Eux, il pour y a- le coup. ouais. Ouais, bah, en fait, parce que moi, Evan, tel que je le vois, je pense qu'il peut aider une équipe qui a des ambitions, ne serait-ce que comme le Thunder, par exemple, qui veut vraiment performer, passer un cap, etc. Mais il peut Ouais. aussi servir avec son salaire à remplir la masse salariale d'équipes qui, de toute façon, vont Ouais. pas chercher à Ouais. gagner, mais qui ont besoin de dépenser de l'argent pour être dans les clous, quoi. Bah, s'il y a une équipe qui peut le prendre dans ce cas-là et le couper, parce que du coup, une fois une fois que tu l'as récupéré, si tu le coupes, ça compte toujours dans ta masse salariale. Là, pourquoi pas? Parce que tu vois, en tout cas, il a besoin d'être libéré. Juste, j'y pense comme on parle d'Enix, le pauvre, la situation est terrible. Et comme vous l'avez très bien dit, l'ironie, c'est qu'en fait, il pourrait aider cette équipe d'Enix. Ouais. C'est clair. Allez, vas-y, Antoine, enchaîne avec. Allez, avec Miami, on peut parler de Miami. De toute façon, je pense que Mais oui. c'est la grosse équipe qu'on n'a pas encore citée. Après Miami, bah, il y a toujours cette espèce d'inconnu autour de Damian Lillard. Parce que si là, on s'arrêtait aujourd'hui et que la saison reprend demain et que tu n'as pas fait Lillard, C'est c'est léger. compliqué. On n'a pas parlé de Cleveland non plus d'ailleurs, mais donc tu as perdu Max Truss, tu as perdu Gabe Vincent. Théo va me tuer, mais je- Vas-y, je c'est suis fou. prêt. En fait, non, mais en fait, c'est fou parce que tu peux pas dire que le parcours de l'an dernier c'est de la chance, c'est impossible. Surtout qu'en fait, l'histoire récente te montre que il y a une finale en 2020 et qu'il y a une finale de conférence qui se joue sur un game set en 2022. Donc en fait, ça te montre qu'il y a une continuité au plus haut niveau du plus haut niveau. Donc c'est pas de la chance, mais je trouve quand même en fait qu'il y a des circonstances. Ça, l'avenir me dira si j'ai complètement tort. Bon, de toute façon, on ne saura peut-être pas parce que l'avenir, ça sera une équipe différente de celle qu'il y a eu là. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une forme de circonstance. J'ai l'impression quand même qu'il y avait des équipes plus fortes que Miami qui ont échoué. Ça ne veut pas dire que le C'est Heat. dur parce que le Heat, il a quand même tapé les Bucks Je et les sais, Celtics, quoi. je sais. Ils ont tapé les grosses équipes sur leur parcours, je sais. Mais je continuerai de le penser, en fait, que pour moi, il y a une forme de circonstance. Il y a eu une adresse, même si on en a déjà parlé, on parlait de la différence d'adresse entre saison régulière et playoff, et on est d'accord tous pour dire que la norme, c'était plus les playoffs que la saison régulière. Il y a eu une adresse irréelle sur les 3 points contestés. Genre, tu vois, bon, alors les fans d'analytics, je ne fais pas partie des gros fans d'analytics, mais si vous cherchez Hit, voilà, il y a des mecs qui ont fait des théories en mode non, mais c'est genre impossible à reproduire. Tu refais 10 fois le truc. Jamais ils ont cette adresse sur des tirs contestés. Leur victoire contre les Bucks, c'est à base de plus de 55% sur des tirs où tu as un bras dans la tête. Il y en a un, il tire le short. Là, ça a pas de sens. Sachant qu'en plus, venant de mecs qui sont pas d'excellents shooters. Et je profite pour parler de Cleveland en même temps. Max Truss a cette étiquette de shooter. C'est pas un très gros shooter en NBA. Hein. C'est du 35%. Alors c'est correct, hein, c'est plus que correct, mais c'est du 35% à 3 points. C'est pas du spécialiste. Hein. Spécialiste, on est plus sur du 39-40. Quoi. Donc, et pareil sur les Gabe Vincent, c'est des bons shooters, c'est des mecs capables de mettre des tirs, mais c'est pas des tireurs d'élite. Et ces mecs-là ont rentré continuellement, tour après tour, des tirs ultra contestés. Et c'est tout à leur honneur. Bref, tout ça pour dire qu'il y avait, je pense, une certaine circonstance. Donc, même s'ils avaient gardé cette équipe, voilà, pour arriver à ma conclusion, si le Heat avait gardé exactement la même équipe, j'aurais pas été persuadé, j'aurais toujours pas vu le Heat capable de gagner le titre. En fait. C'était déjà mon truc pendant les finales, c'est que je me disais, le Heat, il manque quand même une star, quoi. C'est qu'on le veuille ou non, il manque un mec en plus de Butler pour vraiment faire la différence en attaque. Je pense pas que ce gars-là, c'était Tyler Hero non plus, d'ailleurs. Et là, maintenant, ils ont perdu des joueurs majeurs. Ils ont perdu Gabe Vincent, ils ont perdu Max Truss. Et les renforts, c'est très, très léger pour l'instant. Donc, en fait, s'ils ne font pas Lillard, bah, ils seront toujours forts parce qu'il y a Butler, il y a Adebayo, il y a la culture, il y a Eric Spoelstra, le meilleur coach de la ligue, un des meilleurs coachs de l'histoire. Donc, ce sera une excellente équipe. Et c'est peut-être ce qui explique le plus pour moi le parcours, c'est peut-être Eric Spoelstra. D'ailleurs, au passage, j'y pense. J'ai vu que Jerry West avait dit qu'il n'avait jamais vu un coach comme ça dans toute sa vie. Et voilà, pour moi, Eric Spoelstra est très très haut dans la hiérarchie des coachs. Mais bref, tout ça pour dire que là, aujourd'hui, tout de suite, Miami, je trouve ça quand même très léger. Ouais, non, mais je partage sur le roster. En fait, je tiquais un petit peu sur les circonstances parce que quand tu parlais de circonstances, que je trouve que finalement, il n'y avait pas tant de circonstances que ça.
au premier tour, la blessure de Giannis, certes, sachant que Miami, qui était déjà faible en attaque, perd aussi son deuxième meilleur marqueur. Donc ils ont joué quand même, ils ont fait un match avec Tyler Hero sur tous les playoffs et c'est tout. Et c'est là en fait que je trouve que ce qui est dur en fait, c'est que si tu regardes sur le papier, tu dis bah non, il y a forcément des circonstances parce qu'ils n'avaient pas la meilleure équipe. Et au bout du compte, c'était là où je trouve que leur parcours a été exceptionnel. Et là, ça va dans mon sens comme dans le tien, Antoine, dans le sens où c'est pas forcément réplicable. Tu peux pas partir en disant bah on va refaire la même chose. C'est que finalement, la meilleure équipe, c'est celle qui joue le mieux au basket. Et le Heat a été l'équipe qui a le mieux joué au basket de toute la conférence Est en playoff, en fait. Ça, c'est clair. Mais donc voilà, effectivement, tu as raison de parler des départs de Max Strus et de Gabe Vincent, des départs vraiment importants. Si je veux regarder regarder le verre du côté, le verre à moitié vide, c'est que, à moitié plein, pardon, c'est que ces mecs-là, personne n'aurait parié d'eux avant qu'ils fassent la saison aurait parié sur eux, pardon, avant la saison qu'ils ont fait l'an dernier avec Miami. Que Miami est, je pense, la meilleure équipe avec les Spurs, peut-être pour trouver, dénicher des joueurs, les former et en faire et savoir s'en servir au bon moment. Je partage à 2000% tout ce que tu dis sur Eric Spoelstra. Pour l'instant, en fait, sans Damien Lillard, je partage totalement ton avis sur le fait que sur le papier, c'est pas très fort. Il y a des limites qui sont criantes et en même temps je sais que ce sera une équipe solide en fait. C'est ça qui est un peu fou avec cette équipe de Miami. C'est ça qui est un petit peu fou avec cette équipe de Miami, tout simplement. C'est que finalement on devrait plus être surpris de les voir forts avec des effectifs qui sont diminués parce qu'en fait c'est une équipe qui depuis l'arrivée de Jimmy Butler le fait systématiquement en fait. On peut plus les prendre entre guillemets de haut. Ouais. Moi, le premier, je l'ai fait, mais là, tu peux me dire, ils vont finir. Tout le monde l'a fait, Shai, hein. Tu peux. Ouais, Tout le monde l'a fait. Hein. Ils vont finir 7e de saison régulière, 9e, j'en sais rien, peu importe. J'aurais quand même pas envie. C'est l'équipe que j'aurais le moins envie d'affronter après en playoff quasiment pour toutes les choses qu'on vient d'énumérer. Après, là, voilà, Damien Lillard, qui je pense va finir à Miami, vu comme c'est parti. Ouais, là, ça va peut-être prendre du temps. Ce sera peut-être pas tout de suite, mais je pense que ça va se faire. Mais avec ou sans Lillard, ils vont trouver les joueurs qui vont les aider à combler la perte de Gabe Vincent, de Max Strus. Enfin, là, tu vois, le rookie qu'ils prennent, Jaime Raquez, je pense qu'il lui, il va faire quelques dégâts. Il est quand même bien dans le moule, bien. Il a toutes les qualités pour avoir un impact immédiat. Ils vont faire monter en grade Haywood Highsmith et compagnie. Enfin, tous les mecs qui sortent un peu de nulle part. Je me fais pas de soucis pour ça. C'est juste que je suis aussi d'accord avec ce que tu dis, Antoine. S'ils veulent vraiment gagner le titre, pour l'instant à l'Ouest, il y a tellement d'équipes que j'imagine supérieures à Miami dans le cadre d'une finale qu'il faut ajouter, s'il y a un Lillard et qu'autour c'est toujours la même chose, là ça peut discuter pour le titre. Sinon, je les vois comme d'habitude être toisés et puis emmerder tout le monde en playoff, passer un tour, 2 tours, 3 tours, et puis je plus jamais, tant qu'il y a Jimmy Butler, tant qu'il y a Eric Spoelstra, je peux pas miser contre eux. Faudrait voir qui y perdent aussi si Lillard ils arrivent. Tout le monde sait que maintenant, je pense que ceux qui nous suivent actuellement savent à quel point j'ai de l'estime pour Damien Lillard et je pense que voilà, ça s'est aussi entendu que j'ai de l'estime pour le Heat. Je vais vous dire un truc, même si Lillard y vient, je suis pas sûr que le Heat va en finale NBA. Ce sera Je suis peut-être pas pas la seule sûr. recrue. Mais tu peux jamais être sûr en fait. Ouais, c'est tu ça, peux le truc, jamais être sûr, mais c'est comme jouer Ok, le titre en fait. Il y a tellement peu d'élus Ouais. que Non, tu mais peux pas te. À part si t'as les Warriors, peut-être, tu vois, de toutes les équipes que j'ai pu voir jouer, à part mais les bien Warriors sûr. de Kevin Durant, je sais pas si en une, tu peux dire, ouais, ils vont jouer le titre à coup sûr. Quoi. Évidemment, mais alors je le tourne autrement. Je suis pas sûr que moi j'en fais mon favori pour aller en finale à l'Est. Je me dis pas que voilà, c'est mieux tourné comme ça. Vous avez raison, on n'est jamais sûr. Mais Ce qu'ils vont perdre, même si c'est cette remplaçable. conférence est faible, est-ce que c'est garanti que ça soit de suite plus fort que Boston? Non, c'est pas garanti. C'est garanti que ça soit de suite plus fort que Milwaukee? Mais enfin, il n'y a pas de garantie. On en revient au truc. Il n'y a pas de garantie. Mais moi, à mon échelle, je suis pas sûr, malgré toute l'affection que j'ai pour Lillard, l'affection que j'ai pour Butler, l'affection que j'ai pour Eric Spoelstra. Je me dis, il faudra que je vois comment ça tourne. Logique, hein, c'est une équipe nouvelle. Il faut que je vois qui il y a autour. Il risque de perdre beaucoup pour Lillard et que du coup, la vraie année charnière, un peu comme quand les Suns ont récupéré Kevin Durant, soit celle d'après. Mais est-ce que, parce que tu parles des pertes et là, le max quasiment qu'ils peuvent offrir dans les joueurs actuels qui perdraient, il y a Tyler Hero. Bon, si t'as Lillard, ça va. Non, mais ça peut pas être que Tyler Hero. Non, mais il y aura du Jovic, Duncan Robinson peut-être. Duncan Robinson, et pour moi, c'est une grosse perte. Perdre. Je pense pas qu'ils puissent perdre Tyler Hero et Duncan Robinson. S'ils veulent Lillard, niveau salaire, après, sinon, ça sera Kyle Lowry. Sinon, Kyle Lowry, tout simplement. Et là, du coup, ce serait moins grave. Oui, je pense qu'en fait, je dis une bêtise. Ce serait Tyler Hero, Kyle Lowry,
Nikola Jovic, oui. Ces trois-là. Bon, Et la après, perte de Laurie, ça se compense, hein. Mais c'est quand même un mec qui a fait des très bonnes finales. Et si Gabe Vincent avait re-signé à Miami, je t'aurais dit, bah, c'est pas grave de perdre Kyle Lowry, parce que de toute façon, le meneur remplaçant, c'est Gabe Vincent. Mais lui, il est parti. Et il est parti en disant, je vais rejoindre un contender, parce qu'au passage, je peux rejoindre un contender, parce qu'au passage, ça me marque quand tu rejoins une équipe. Tu jouais dans une équipe qui a fait finale NBA, mais tu rejoins une autre équipe en disant, ouais, je voulais rejoindre un contender. Où est le bug? Non, mais ils peuvent après, ils sont capables d'aller chercher de faire monter des mecs de G-League, des types qu'ils ont identifiés comme capables mais de faire c'est le ce qu'on jump. dit. C'est le truc. Ils en sortent pas non plus chaque année, hein, mec. Le hit, tu vois, c'est une image qu'on a. Mais les Spurs, ils n'ont jamais sorti un mec chaque année, tu vois. Bien sûr, là, il y a eu une vague avec Struss, avec Vincent, mais c'est pas chaque année le hit va sortir un mec. Enfin, en tout cas, la probabilité que le hit sorte un mec chaque année, elle reste quand même limitée. Je veux bien, j'ai aucun problème pour dire que le hit bosse mieux que plein de franchises NBA, mais enfin, normalement, quand même, s'il y a des mecs en G-League à prendre, il n'y a pas que le hit qui va aller les trouver, tu vois. Donc, Ouais, on peut pas miser sur le fait que, ok, avec Lillard, le hit va trouver derrière 5 mecs de G-League que personne n'a vu et qui, au bout de la première année, seront tout de suite compétents. Bah non, ton équipe, ça sera sans doute Adebayo, Butler, Lillard, Duncan Robinson et débrouille-toi avec ça, tu vois. Kevin Love, il va encore prendre 1 an de plus. Il est capable de faire des bonnes choses, mais et il y a Josh Richardson et Rémi Raquel. On verra, tu vois. Il y a Caleb Martin encore. Il y a du talent. Avec Lillard, tu as tout de suite une équipe très forte. Hein, mais... C'est ça. En fait, je suis d'accord avec toi sur l'aspect, comment dire, contender principal ou favori, en fait. Je suis d'accord pour dire que même si avec Damian Lillard, ça en fait pas forcément le favori. Par contre, moi, ce que je retiens vraiment de ces dernières années, c'est que la saison régulière, finalement, elle ne dit pas grand-chose sur le hit et que c'est vraiment en playoff qu'on verra ce qu'il peut faire. Et je pense qu'il y a quand même, si jamais cette équipe avait Damian Lillard, il n'y aura pas beaucoup de prétendants qui choisiront de croiser la route du 8 en se disant on va passer par Miami, ce sera plus facile pour aller au bout, quoi. Ah non, mais ça, c'est sûr. Mais de toute façon, tu auras Mais trois je stars. dis, Enfin, tu auras vraiment 3 stars très complémentaires en plus. Hein, ouais, reste à voir effectivement. De toute façon, bon, c'est pour ça qu'on avait à la base ce podcast, on avait imaginé de le faire en fin de semaine dernière, pardon, au cas où le deal aurait été fait. De toute façon, les cartes sont dans les mains de Portland de ce côté-là, quoi. C'est là qu'on verra. Effectivement, par contre, là, je te rejoins, Antoine, c'est que si ce deal se fait pas du côté de Miami, je sais pas trop quels sont les plans de repli potentiels. Et voilà, quoi. Effectivement, avec l'effectif actuel, moi, je vous rejoins complètement, hein, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que ce sera une équipe solide, mais je pense pas qu'elle ait comment dire, la puissance de feu nécessaire pour partir en disant on va refaire le même parcours que l'an dernier. Ça, je rejoins complètement, quoi. Ouais. Peut-être de manière un peu plus rapide, il reste quelques équipes qu'on n'a pas évoquées. Antoine, tu as vite fait évoqué le cas des Cavs. Donc, vraiment, très bonne saison l'an dernier, Cleveland. Petite déception d'avoir été s'être fait upset au premier tour, même si bon, c'était des upsets entre le 4e et 5e, si je dis pas de bêtises, c'est jamais forcément très étonnant. Moi, j'ai trouvé les signatures de l'intersaison intéressantes quand même du côté de Cleveland. Cleveland qui a récupéré... Max Strus. Je te dis, Max merci Strus, Max Strus. George Young. Voilà, c'était vraiment du shoot, c'était vraiment ce qui leur manquait un petit peu l'an dernier, je pense, surtout s'ils ont toujours l'envie de pouvoir jouer avec leurs 2 tours jumelles, entre guillemets. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de Cleveland là, pour la saison à venir? Ouais, c'est plus... Bon, les recrues sont intéressantes, hein, amener du shooting, c'est ce que Nyang et Strus, quand même, c'est des mecs qui peuvent enquiller à 3 points. Le contrat de Strus, il est assez élevé. 63 millions sur 4 ans, et Nyang, c'est 26 millions sur 3 ans. Ils prolongent Caris Levert, et après des trades, ils ont fait Damian Jones et ils ont signé Ty Jerome. J'ai l'impression que ça va vraiment beaucoup dépendre de l'évolution d'Evan Mobley. En fait, c'est comme l'année dernière, c'est s'il arrive à step up et à être plus présent en playoff, où ça a été compliqué, où Jarrett Allen a eu beaucoup de mal en playoff. Ils se sont fait tuer au remous. Hein. Ils se sont fait assassiner par Mitchell Robinson, par Mitchell Robinson notamment. J'ai vraiment déchanté j'étais super enthousiasmé par eux en saison régulière et leur premier tour où je m'attendais à une bataille rangée avec les Knicks, une série en 7. Alors je dis pas qu'ils ont été horribles, hein, mais je m'attendais à mieux d'une équipe où il y avait un Donovan Mitchell excellent, Mobley qu'on attendait tout de suite fort, Jarrett Allen. Voilà, j'étais un peu déçu, donc je suis un peu échaudé pour l'instant. Mais je pense que je vais vite retrouver de l'optimisme
dès que je vais revoir Evan Mobley jouer en saison régulière, à mon avis, plus là, ajouter des shooters, ça me paraît bien. Quelques petits doutes sur la capacité de Bickerstaff à leur faire passer un autre cap, peut-être. Je sais que les fans de Cavs sont un peu sceptiques, même s'il a fait du bon travail jusque-là. Je leur vois pas une marge de progression énorme par rapport à leur classement de l'année dernière en saison régulière, où ils avaient été très bons. Et en playoff, si je les vois, ils doivent être capables de faire mieux que ça. Ils peuvent pas au premier tour être battus comme ça par une équipe qui est censée être aussi proche d'eux en termes de niveau, voire même inférieure. Donc bon, j'aime bien les recrues. Moi j'aime bien ajouter 2 shooters. Il y a plein d'équipes qui étaient en recherche de shooting, notamment mes gars du Magic, hein, et qui ont essayé d'y répondre comme ils pouvaient, mais pas avec des signatures aussi fiables sur le papier que Strus et Niang, qui sont des gros shooters. Donc c'est déjà une opération plutôt réussie. Je pense que si on regarde le guide, tu avais sans doute peut-être parlé aussi du besoin en tir extérieur, Antoine. Donc je sais pas, je les vois là, si je me projette un peu rapidement tout de suite sur la saison, forcément qualifier directement en playoff, et après il va falloir montrer autre chose que l'année dernière. Moi, je vais faire un petit parallèle avec les Grizzlies. Il y a, je sais plus, 3 ou 4 ans, les Grizzlies avaient fait le play-in. Ça correspond à quand Cleveland s'était fait éliminer au play-in l'an dernier. Ensuite, les Grizzlies avaient fait premier tour de playoff, ou peut-être que dès la première. Oui, non, si. Ils perdent contre les Blazers au play-in. Ensuite, ils font premier tour de playoff. Et ensuite, l'année d'après, ils font demi-finale de conférence où ils perdent contre les Warriors. Je pense qu'il y a un peu une trajectoire similaire qui attend les Cavaliers. C'est-à-dire l'année d'avant, ils sont sortis au play-in, ils ne se qualifient pas pour les playoffs. C'est une petite déception, mais en même temps, il y avait déjà beaucoup de positifs. Ils font venir Donovan Mitchell, ça passe un cap. Ils sortent au premier tour. Je pense que là, ils ont fait le recrutement pour atteindre le second tour. Pas beaucoup plus, mais en même temps, c'est déjà pas mal comme progression. Ouais. Et la progression, on sait, la progression des Cavs, de toute façon, tu l'as dit, ça dépendra surtout d'Evan Mobley au final et de Darius Garland. Bickerstaff, au final, il peut rester. Ça sera l'étape d'après, je pense, son licenciement. Hein. C'est un peu méchant, tu vois, de voir ça comme ça et déjà de prévoir que ce mec va perdre son boulot. Mais bon, tu peux te dire qu'à un moment, après une sortie au second tour, le truc, ce sera de se dire « Ah, il y a des limites tactiques » ou « Ah, on ne sait pas trop comment faire fonctionner toutes les pièces ensemble. On a des pièces qu'on trouve bien, mais il faut quelqu'un qui les fasse mieux fonctionner, puis on verra, et ainsi de suite, et quelle est l'étape d'après. » Mais je pense que voilà, là, ils sont au stade où le second tour des playoffs, vu l'investissement, ça me semble être vraiment l'objectif à atteindre. C'est dans leur corde. Je trouve qu'ils ont payé beaucoup pour Strus, mais il fallait du tir. Donc, ils ont payé beaucoup pour Niang, mais il fallait du tir. Ils ont re-signé Caris LeVert à un prix plutôt honnête. Ils ont encore des... Jarrett Allen, ça peut toujours être bougé à un moment. Si tu décides de partir sur notre route, de toute façon, l'intérieur générationnel, c'est Evan Mobley. Tout. À un moment, ça va revenir à Evan Mobley. C'est généralement dans la 3e année que les mecs, ils explosent. C'est sa 3e année. Je pense qu'en attaque, il faut qu'il passe vraiment un cap. Je pense qu'il en a les moyens. Et je le vois bien progresser. Et c'est ce qui fait que j'arrive facilement à imaginer Cleveland atteindre le second tour l'an prochain, moi, personnellement. Enfin, à l'issue de la saison, là. Ouais, moi je vous rejoins tous les deux là-dessus, parce qu'en fait finalement l'an dernier c'était peut-être l'an 1 de cette nouvelle version avec Donovan Mitchell. Donc déjà la saison régulière avait été un succès. Ils sortent au premier tour, effectivement, je ne vais pas revenir dessus, mais ce que tu disais, Shai, c'est une équipe qui n'était pas si loin que ça en termes de niveau. Je pense que Cleveland avait peut-être le meilleur effectif sur le papier, mais voilà, ils ont été moins bons, tout simplement. Les Knicks ont su trouver les failles et maximiser tout ça. Mais moi, je m'attends à une belle saison régulière. Et effectivement, je pense que deuxième tour, c'est pas que ça doit être envisageable, mais je les vois vraiment bien faire ce type de parcours. Et en fait, j'ai rien à rajouter par rapport à ce que vous avez dit. J'allais dire pareil que toi, Antoine, sur la progression d'Evan Mobley, 3e saison. Moi, j'adore ce joueur. Il a un potentiel que je trouve assez fou. Et la logique veut, quand on regarde ce qui s'est passé pour des joueurs de son potentiel ou de son profil, qu'il fasse une très grosse 3e saison. Et voilà, par rapport à... On parlait tout à l'heure, quand je parlais de Tyrese Maxey, l'avantage avec un joueur comme ça, c'est que c'est un joueur qui t'apporte des deux côtés du terrain. Défensivement, il est déjà en avance, je pense, sur quand on voit son âge, sur là où il devrait en être. Maintenant, c'est le développement offensif et puis la capacité de Bickerstaff, justement, à le mettre dans les situations d'être plus efficace en attaque, quoi. Juste un petit point sur Cleveland, sur est-ce qu'il y a un sentiment d'urgence ou pas, parce qu'on pourrait se dire comme ça qu'il y a zéro pression, mais quand même, Donovan Mitchell, son contrat, il peut se terminer dès 2025. Alors, c'est pas cette saison, c'est celle d'après. Hein, ça laisse encore un petit peu de temps. Il faut quand même rappeler qu'il n'a pas choisi Cleveland.
Il a beau montrer tout le bonheur qu'il peut avoir à être à Cleveland, on imagine que New York est un attrait. Et si Brooklyn ne fait pas Damian Lillard, Brooklyn sera clairement une équipe qui sera intéressée par l'idée à un moment de récupérer Mitchell. Donc voilà, ça a déjà commencé sur est-ce qu'il y a eu des rumeurs, même si je pense qu'elles sont à prendre avec des pinces monseigneur, mais sur Donovan Mitchell serait la prochaine superstar transférée, je ne pense pas. Je pense qu'il y en aura d'autres avant, et je compte même pas Lillard ni James Harden. Je pense qu'il y en aura une autre avant Mitchell, mais effectivement, il faut, je pense, vite être capable de montrer à Mitchell que c'est l'environnement parfait pour lui et que même si je pense, voilà, on parle beaucoup de Mobley, mais lui aussi, Mitchell, mine de rien, il doit progresser. Lui non plus, il n'a pas fait des super playoffs et c'est pas la première fois qu'il se trouve, paradoxalement, parce qu'il a une réputation de joueur très fort en playoffs parce qu'il a fait des cartons, mais en vérité, Mitchell, il s'est déjà souvent trouvé sur des séries importantes ou sur des matchs importants de séries importantes en tout cas. Donc voilà, tout le truc autour de Mitchell, c'est peut-être pas tout à fait pour cette saison, mais il faut commencer un peu à voir ce que ça donne. Et je pense que dans un an, ça va commencer à devenir un vrai sujet de discussion. Mais peut-être que d'ici là, il aura prolongé. Allez, pour finir, je vous propose 3 équipes, vraiment en 2 mots, parce qu'on fait déjà très long sur la conférence Est. Première question sur Chicago. À votre avis, est-ce que Chicago débute la saison avec le roster qu'on lui connaît aujourd'hui? Waouh, c'est dur. Je pense qu'il devait. Enfin, voilà, on en a déjà parlé. La prolongation de Vucevic, ils savaient pas ce qu'ils allaient récupérer. S'ils l'avaient perdu sans contrepartie derrière, comment tu fais pour trouver un pivot d'un niveau similaire? C'est compliqué. Est-ce qu'ils vont commencer avec DeRozan et Lavine? Ouais, franchement, j'ai l'impression qu'ils vont démarrer avec. Je sais Ouais, pas je veux s'ils dire, sont. Ouais, j'ai ouais, l'impression ouais. pas s'ils sont tout de suite prêts à. C'est quand même l'équipe en place qui a fait venir ces joueurs-là. Ils se disent peut-être qu'il y a moyen qu'au bout d'un moment ça, ça fonctionne. Je sais pas. C'est juste que j'arrive pas à voir quelles sont les offres qui peuvent leur permettre de changer radicalement tout en restant ambitieux. En fait, sinon, si tu détruis, tu peux reconstruire et te faire du rebuilding, mais ça irait pas avec les Bulls. C'est pas une franchise dont les fans aiment beaucoup la reconstruction en particulier. Et là, c'était pas ce qu'on leur avait vendu. On leur avait dit on vous ramène 3 All-Stars. Vous avez DeRozan, Vucevic, Lavine. On a un coach qui a de l'expérience. Il y a des petits jeunes autour. Normalement, ça devait faire mieux que ça. Donc, je pense qu'ils auraient dû bouger avant. Là, c'est un peu plus compliqué. Ils se sont mis dans une situation plus compliquée pour bouger de façon significative. Je pense que ça va dépendre surtout de leur début de saison. À mon avis, ils vont démarrer avec cette équipe-là. Et après, peut-être qu'il y aura des changements si ça ne se passe pas comme prévu. J'aimerais bien qu'on réunisse les fans des Bulls qui préféraient l'an dernier terminer 9e avec Lavine, DeRozan et Vucevic plutôt que de tenter leur chance d'avoir Wembanyama. Mais bon, c'est une prise de position intéressante. Mais je pense qu'ils vont repartir avec le même effectif parce que leur recrutement jusqu'à présent, c'est ce que ça laisse penser. Ils font quand même un bon recrutement. Ils signent Javon Carter, que je pense est un joueur très intéressant, Torrey Craig. Donc, c'est des mecs qui vont bien avec une équipe qui marche, donc avec des stars. C'est pas des gars pour une équipe en reconstruction. Tu leur as donné de l'argent garanti sur quelques années. Donc, le but, je pense, c'est de continuer avec cette équipe. Donc, je pense qu'effectivement, à la rentrée, il y aura DeRozan, il y aura Lavine. De toute manière, tu n'as pas les assets pour faire Lillard. Tu pourrais faire un trade de star Harden contre Lavine, mais ça n'aurait pas de sens ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, non, je pense qu'ils sont coincés. Je suis d'accord avec Shai, c'est l'an dernier qu'il fallait reconstruire. En fait, les Bulls, ils sont condamnés à un moment, en février, que ce soit ce mois de... Oui, si, ça peut être que le février prochain, parce qu'après, je crois que DeRozan, il est free agent. À un moment, se dire, bon, bah, on transfère tout le monde. Ouais, ok, on transfère tout le monde. Et puis, sauf qu'à ce moment-là, bah, c'est presque trop tard, quoi. Bon, moi, je trouve ça dommage. Après, c'est une équipe qui garde du talent. Il y a 3 stars, c'est des bons joueurs. Comme j'ai dit, ils ont fait un recrutement intéressant. Javon Carter, Torrey Craig. Ça peut aller jouer les playoffs à l'Est, mais bon. Est-ce que d'avoir investi autant de temps pour jouer un premier tour de playoffs à l'Est, est-ce que c'est vraiment rentable, même à Chicago? Je ne sais pas. La C'est blessure clair. de Lonzo les a tués. Voilà.
Totalement. De toute façon, Pour on résumer. l'avait ciblé quand. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Non, c'est pas drôle parce que ça fait mal au cœur quand même de voir un joueur qui devait être en plein dans son prime, pas pouvoir être sur le terrain. Mais c'est vraiment. Je me rappelle des podcasts qu'on avait fait à l'époque et je me rappelle qu'on avait dit de toute façon le difference maker dans cette équipe, c'est Lonzo en fait. C'est s'il a la progression, s'il montre ce qu'il avait montré par moment à New Orleans, et ben cette équipe peut fonctionner et c'était vraiment ça. Voilà, il s'avère que c'était la clé. Et a posteriori, je me demande quand même vraiment ce que New Orleans connaissait de son dossier médical, parce qu'on avait halluciné à l'époque qu'il le laisse partir comme ça. Bref, Ouais. c'est intéressant. Allez, deux dernières équipes, promis, et puis après on vous laisse tranquille. Toronto, l'équipe de tous les points d'interrogation, parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire, là où ils vont aller. C'est qu'ils ont agité leurs joueurs en disant on pourrait les trader pour voir quel était leur code depuis 1 an et demi. Et je pense notamment à OG Anunoby pour finalement garder tout le monde, sauf forcément Fred VanVleet qui est parti à Houston. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe à Toronto, si ça joue le court terme, le moyen terme, le long terme? Moi, je sais pas où ils en sont et je ne dis pas ça de manière critique, mais juste, j'ai aucune idée sur quel est le plan de Masai Ujiri. C'est pareil, ils auraient dû bouger avant, je pense. Enfin, là, ils se sont fermés quelques portes, quelques opportunités de reconstruire autrement. Alors, Ujiri, il a tellement d'atouts dans sa manche et c'est un des meilleurs GM, on le sait. Donc, il a peut-être quelque chose, il a peut-être vraiment un plan, des idées derrière la tête. Mais c'est vrai, pour l'instant, c'est très flou. C'est l'équipe la plus compliquée à positionner, je pense. Et celle sur laquelle il est le plus compliqué de dire ouais, un tel sera là, un tel sera pas là, ils peuvent récupérer ça. Enfin, il y a telle étendue de choses qui peuvent se passer avec eux que j'avoue que je suis un peu dans le flou les concernant. Ouais, pareil, c'est comme Chicago, tu as l'impression que c'est trop tard et que les deux équipes elles visent la 9e place. Là, peut-être la différence avec les Raptors, c'est qu'au moins ils ont déjà eu un top pick avec le 4e choix et ils avaient pris Scotty Barnes, donc au moins ils peuvent toujours se reposer là-dessus et se dire bon, on a déjà une pièce pour demain. Parce que l'équipe là en soi elle est forte, mais bon, elle a quand même perdu un de ses meilleurs joueurs et en même temps elle l'a pas remplacé plus que ça. Donc je sais pas, ça sent l'équipe du milieu de tableau qui, entre guillemets, je le dis même pas avec péjoratisme, sert à rien, mais c'est une manière de parler, quoi. C'est ventre mou. Ça peut finir aussi bien 12 que 7. C'est difficile à lire. Je serais très étonné simplement, je sais pas trop où ils vont, mais je serais très étonné qu'ils terminent avec le même roster que celui avec lequel ils vont commencer l'année. Je pense que c'est quand même l'équipe une des équipes qui est qui a le plus gros potentiel pour faire des gros trades avant la deadline. S'ils commencent l'année et que ça marche très bien, bah, ils gardent. Mais s'ils voient que ça les mène nulle part, je pense pas que Masai Ujiri quand même s'évertuera à rester avec ce groupe jusqu'au bout, quoi. Je serais étonné en tout cas. Allez, dernière équipe, Orlando Magic, l'équipe chère au cœur de Shai Mamou et de Georges Eddy, les deux principaux actionnaires du fan club du Magic. Bon, franchement, enfin, c'est punchline mise à part. Là aussi, c'est une équipe quand même qui a des super joueurs jeunes, mais qui à un moment doit se mettre à essayer de gagner des matchs malgré tout. Ouais, mais je sais pas, je suis pas objectif peut-être parce que. Mais leur recrutement, enfin, j'ai beaucoup aimé leur draft, enfin, même si ça n'a pas été forcément très populaire, mais Anthony Black, ce qu'il est déjà en train de faire en Summer League et le profil de grand playmaker, tout ça, j'aime beaucoup. Jet Howard, si son shoot est aussi fiable qu'à l'université, je pense que c'est pas mal et ça répond à un besoin. Et surtout, mon gars Joe Ingles qui arrive. Ah oui. Bon, il est peut-être cramé de chez cramé, hein, le pauvre, il a eu une énorme blessure, mais totalement le genre de joueur vétéran qui va apporter du sérieux, de la dureté et du shoot Et de la bonne humeur. peut les aider. De la bonne humeur, évidemment. Pas pour les adversaires, mais... mais oui, non, mais sinon, oui, en étant un peu plus objectif, il leur manque encore un petit truc. Le fait de couper Bol, que j'aimais bien un peu dans cette équation-là pour être un peu un élément perturbateur, tu vois, avec son style si particulier. Il manque encore un truc, mais si tu veux, en se basant sur la saison dernière, où ils sont pas passés très très loin d'aller au play-in, toujours avec cette espèce d'incertitude sur est-ce qu'il faut tanker, est-ce qu'il faut pas tanker, c'est l'année de Wembanyama. Et je pense vraiment qu'avec le développement des joueurs qui sont déjà là, Paolo Banchero, Wagner, ils ont un noyau que je trouve super, quoi. Si Fultz continue à pouvoir enchaîner sans se blesser, peut-être si Jalen Suggs arrive à jouer au basket sans se blesser aussi, ça peut être super.
Wendell Carter, enfin, c'est des mecs qui grandissent. Moi, j'aime bien les noyaux durs jeunes qui grandissent ensemble. Ça a déjà marché par le passé. Je sais pas si Banchero, c'est une superstar capable de te faire devenir un contender, probablement pas, mais si là, dans cette équation-là, tu arrives à ajouter quelque chose au fur et à mesure, notamment une star, ce qui est jamais facile quand tu es Orlando, je crois en tout cas, s'ils vont pas au play-in, je suis déçu. Honnêtement, je vais vous dire, Mais s'ils vont pas peut-être play-in, quand je suis même déçu. pour Banchero, hein. Ouais, je Peut-être quand commentaire, même non, je pense pour qu'il a Banchero, un hein. Il est quand même à plus plafond de très 20. haut, je pense. Ah, mais Ouais, j'aime beaucoup, c'est moi juste que aussi, hein. je suis pas encore certain. Voilà, j'essaie d'être prudent, mais là, en tout cas, là, collectivement, s'ils font pas le play-in, je suis déçu. En tout cas, il a déjà fait progresser l'équipe. Sa simple Mhm. arrivée, bon, la progression aussi des autres. Et là, ils vont faire, j'espère, une saison complète avec Markel Fultz. Son retour avait tout changé en fin de saison dernière. Il était déjà pas loin. Enfin, c'était pas si loin du play-in. Ouais, moi, je serais comme toi. S'il n'y a pas le play-in, ça serait quand même une petite déception. Bah ouais. Voilà. Eux, ils sont. Voilà, tout à l'heure, je faisais la comparaison entre les Cavaliers et les Grizzlies. Eux, ils sont un peu sur la timeline du Thunder, mais du Thunder, du coup, d'il y a un an. Ouais. Un an. Ouais, si le Thunder a fait le play-in la saison dernière, mais c'était une petite surprise. Bah voilà, faudrait que le Magic fasse le play-in. Eh ben, je vous propose de terminer là-dessus. Désolé si vous étiez fan de Détroit, des Hornets, des Wizards ou je pense j'oublie encore une ou deux équipes. Alors, remettez-vous en question déjà. C'est une blague. Wow. Envoyez des mails d'insultes aux GM de vos franchises respectives. Nous, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine. Là, on est lundi, demain mardi, late session toujours avec l'équipe. CQFR tous les matins. Vous connaissez la rengaine. Et puis, je le rappelle quand même, si vous ne vous appelez pas Maestro Svengeli et Edoui Guignot, vous n'avez pas gagné le MOOC spécial Boston, n'hésitez pas à aller sur Basket Session, passer une commande. On vous garantit qu'il y a peu de chances que vous soyez déçus. Nous, en tout cas, on vous dit à très vite. Ciao. Ciao. Game is out there, and it's either play or get played.